D'abord, je remercie mon équipe parce que non seulement pour le fait d'être là aujourd'hui et d'avoir organisé cette réunion publique, ce qui est du boulot, mais surtout, hier, il y avait 30 personnes qui faisaient du porte-à-porte au total. Avant-hier, il y avait 40 personnes qui faisaient du porte-à-porte. Entre Amiens et Abbeville, les affiches qu'on voit, c'est ma tronche partout. Voilà. Donc tout ça, c'est un énorme travail. C'est la seule manière... La seule chance qu'on a de pouvoir gagner, c'est de continuer à faire ce travail de fourmi, de terrain. Ils ont l'argent, on a les gens. En face, on a un formidable plan de communication, parce qu'une entrée à l'Elysée, c'est pas mal comme plan com. On nomme un gouvernement, ça fait quand même une bonne étape dans un plan com aussi. Enfin voilà, tout ça, c'est quand même de la bonne communication. Et pour faire face à cette énorme communication d'en haut, la seule chance qu'on a de l'emporter, c'est d'avoir une communication diffuse, qui parte d'en bas et qui fasse que chez nos voisins, nos cousins, nos collègues, eh bien, on arrive à convaincre 5-10 personnes de voter pour ma tronche. Donc voilà, premier remerciement pour l'énorme boulot de mon équipe et aussi des gens qui viennent d'ailleurs, puisqu'il y a aussi des gens qui viennent d'Aix, de Marseille, voilà, pour mener campagne ici. Donc grand merci à eux tous, à vous tous. Ensuite, je voulais remercier mes invités, parce que prendre comme ça une demi-journée, parce que ça revient toujours à au moins une demi-journée dans son temps, surtout quand on est candidat comme Isabelle et Leïla, c'est du temps de perdu ou de consacrer autrement, donc grand merci à eux. Alors le choix des interlocuteurs de ce soir ne s'est pas fait en fonction de l'équilibre des forces en présence. C'est pas comme ça que j'ai fonctionné. J'ai choisi de faire venir des gens qui font de la politique et pour qui j'ai de l'estime, de l'amitié depuis des années, et pour dont on peut dire que soit ils ont été élus, soit ils font de la politique, et donc que je ne considère pas du tout comme étant pourris, mais comme étant conformes à ce que j'ai envie de faire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans toutes les formations politiques des gens comme ça, mais c'est des gens que j'ai eu l'occasion de fréquenter, et voilà. Alors ensuite, l'idée de la soirée, c'est de pouvoir dire, là voilà, nous sommes la gauche, non pas la gauche radicale, non pas la gauche critique, non pas l'extrême gauche, non pas la gauche de gauche, nous sommes la gauche, donc avec Jean-Jacques Cavigné qui est membre du Parti Socialiste, Pouria qui a été membre du Parti Socialiste, qui l'a quitté il y a 1 an et demi, c'est-à-dire largement avant les débâcles électorales, qui peut-être expliquera pourquoi, Isabelle qui était membre des Verts et qui maintenant, je l'appelle sans parti du tout, mais avec en même temps tous les partis, puisque dans le Calvados, elle est investie à la fois par les Verts, la France Insoumise, le Parti communiste, et elle n'a pas le soutien du Parti Socialiste, mais qui n'a présenté personne en face d'elle. Et puis vous avez Leïla, qui elle est candidate de la France Insoumise, et qui était dans l'équipe de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Et enfin, vous avez Zoé, qui est ma suppléante, à qui je vais donner la parole au maire de Flixecourt, parce que si on est là et on n'a pas de problème de réservation de salle à Flixecourt, ce qui n'est pas le cas dans d'autres communes, hein, donc c'est grâce à la mairie de Flixecourt. Donc Patrick, je ne sais pas si tu veux bien dire un mot. Merci François. Donc je veux vous dire que je suis très heureux de vous accueillir ce soir dans cette salle. C'est ma première campagne en tant que maire, donc si j'ai choisi d'être là, c'est pas un hasard. C'est un soutien vrai et fort à François Ruffin et Zoé de Bureau. Je tiens à le dire. Je l'affirme aujourd'hui encore. Je sais qu'on a été sollicité par ailleurs pour soutenir d'autres personnes. Je n'ai pas varié, je n'ai pas changé ma politique. Je continuerai à soutenir François jusqu'au bout de la campagne. J'espère sincèrement qu'il va gagner. J'y crois un peu, de plus en plus même. Au début, j'y croyais, un peu. Puis un peu plus. Et là, je me dis que pour peut-être aller jusqu'au bout, hein, François, ce serait quand même une bonne solution, ça, une bonne chose. Puis c'est quand même la première fois que dans la circonscription, on a quand même une union de la gauche. Une vraie union de la gauche. J'insiste sur le mot gauche, comme tu as dit, c'est vraiment la gauche. Pour moi, le reste, c'est pas la gauche. Voilà. Donc François, je te souhaite une bonne soirée, mais surtout, continue bien ta campagne. Il y a beaucoup de monde, on les voit partout, on voit les affiches. Hein. Moi qui roule en voiture, je vous garantis que sa tête, je la vois. Je pense qu'à la fin de la campagne, j'en ai peut-être marre, mais pour l'instant, ça va. Non, mais je lui souhaite vraiment de réussir, et je soutiens vraiment toutes mes forces, et je continuerai à le soutenir jusqu'au bout de la campagne. Voilà. Merci Patrick. Bonjour à tous et à toutes.
Donc moi je vais un peu introduire dans la foulée de la nomination du nouveau gouvernement. Parce que moi j'ai été assez choquée, on nous parlait enfin choquée à moitié, pas surprise en tout cas, mais on nous parlait d'un renouvellement, d'une nouvelle dynamique, d'un nouveau souffle en marche, et finalement on se retrouve avec un gouvernement avec une fausse parité. Il y a une seule femme dans une responsabilité régalienne, des anciens ministres qu'on a vus et revus en politique, une moyenne d'âge de 54 ans. Donc pour le renouveau politique, je pense qu'on pourra repasser. On voit peu à peu se dessiner des fausses mesures, une moralisation de la vie politique qui ne compte pas toucher au conflit d'intérêts, une lutte contre la fraude, mais surtout contre celle des chômeurs. Donc maintenant, la nécessité qu'on a, c'est de s'organiser. Quand on voit que 61% des Français ne veulent pas que Emmanuel Macron ait une majorité parlementaire, on a nos chances. Quand on voit que 70% des Français sont contre la réforme du Code du travail, on a nos chances. Même si on parle d'une limitation du débat parlementaire, on voit qu'il n'y a rien de nouveau pour nous. Et donc c'est à nous, les femmes, les jeunes, les travailleurs et travailleuses, il faut s'organiser. Il faut poursuivre, voire même amplifier la lutte, montrer que nous sommes et serons toujours debout dans les urnes, mais aussi dans la rue, dans la fonction publique, dans les usines, les entreprises. Nous lutterons, nous ne baisserons jamais les bras pour défendre nos droits. Alors, justement, pour faire le lien entre la rue et les urnes, on commence toujours nos meetings par un témoignage social. Stéphane, il est où Stéphane? Tu viens? Donc Stéphane Moreno, de Sud Dunlop, puisque cette semaine j'ai reçu, on est sollicité, et c'est une chance par des syndicats et tout ça, et on a reçu donc 3 personnes de Sud Dunlop qui sont venues nous parler à la fois des 4-8 et du plan de départ volontaire, mais qui n'est pas très volontaire, de 75 personnes là aujourd'hui chez Dunlop. Voilà. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui me connaissent déjà. Je tenais à remercier François de me donner la parole ce soir. Donc, en fait, je voulais vous parler d'un drame passé et d'un drame à venir. Donc en fait, je suis un peu en colère vis-à-vis des médias actuels parce qu'on ne parle pas forcément de mon entreprise qui est Dunlop. On parle beaucoup des Whirlpool, ce qui est compréhensif, des ex-Goodyear, mais en fait, il y a un drame qui est en train de se passer chez nous à l'heure actuelle. Depuis environ 1 an et demi, on subit une politique d'austérité. Au niveau de l'entreprise Dunlop, avec des conséquences qui sont catastrophiques. Donc pour faire un petit historique, depuis 2008, on nous a balancé le capital forceps. Chez nous, il a été accepté, chez les collègues d'à côté, il a été refusé. On connaît toutes ces conséquences que ça a pu apporter. Pour faire un petit condensé de ce qui s'est passé depuis ce temps-là, la première année du 4-8, on a eu 3 suicides par pendaison. Augmentation de 75% des divorces et des séparations de couple. Sans compter les papas que j'aide énormément pour essayer de revoir leurs enfants parce qu'ils ont une situation aussi qui est extrêmement compliquée par rapport à ça. Et on subit cette politique-là depuis environ 8 ans, et depuis 1er janvier de l'année dernière, en fait, on a commencé à se rendre compte d'une diminution drastique des effectifs au niveau de notre entreprise, sachant que le maximum d'effectifs qu'on a connu était de 913, aujourd'hui on est à peine à 830. L'année dernière, notre entreprise a même d'ailleurs reçu nous recevoir l'inspection du travail car ils s'étaient rendu compte qu'eux-mêmes, on était en train de subir un plan social camouflé. En fait, ce qui se passe chez nous, c'est que en fait, on nous dit que notre usine n'est pas assez attractive. Donc, c'est-à-dire que la main-d'œuvre française, comme chaque patron étranger est capable de nous dire, la main-d'œuvre française est trop élevée. Donc en fait, à l'heure d'aujourd'hui, plutôt que de nous donner la solution qui est l'augmentation du volume de production pour pouvoir contrebalancer le coût de la masse salariale, en fait, on a décidé de taper dans le plus vif, donc c'est-à-dire de diminuer les effectifs. Là, à partir de février de cette année, on est en train de subir un plan de départ volontaire, comme François l'a dit, plutôt forcé, de 75 suppressions de postes. Donc malgré tout, même si c'est des gens qui vont être accompagnés dans le reclassement, ça reste 75 emplois supprimés, une fois de plus, sur le bassin de la zone industrielle Amiens-Nord. Donc à partir de là, je voulais qu'on fasse un petit peu connaître notre situation par rapport à ça, parce qu'elle est clairement catastrophique et on est clairement sur un drame à venir, pas là maintenant dans l'année ou dans les 2 ans qui suivent, mais je pense que dans les 3 ans, on va se retrouver exactement dans le même cas
que les Whirlpool, que les Goodyear, que Siège de France, les Continentales, et je crois qu'il n'y a plus assez d'exemples encore pour citer à l'heure actuelle ce qu'on est en train de vivre dans notre région. Et c'est pas avec le banquier de président qui a été élu à l'heure actuelle qu'on va réussir à faire des choses. L'année dernière d'ailleurs, pour terminer un petit peu ma conclusion par rapport à ça et avoir une portée légèrement politique là-dessus, l'année dernière, quand on avait commencé à s'inquiéter de notre syndicat Sud, de la diminution des effectifs qu'on connaissait, on s'est retourné vers des élus qu'on avait connus, des élus qui étaient venus avec la commission parlementaire des Goodyear pour faire l'enquête vis-à-vis de la fermeture. On s'était retourné vers Barbara Pompili. Barbara Pompili, avec qui nous avions eu rendez-vous, et qui, le jour de notre rendez-vous, a été bombardée à l'Elysée. Donc à partir de là, nous avions eu rendez-vous avec son suppléant, qui nous a écoutés pendant 2 heures, qui a pris acte de nos revendications, et qui a écrit 2 lettres recto verso à notre cher ancien ministre de l'économie qui n'était autre qu'Emmanuel Macron à cette époque et qui nous a donné une fin non-recevable. Donc à partir de là, moi je vois pas pourquoi à l'heure actuelle j'irai taper à la porte de ce mec pour demander de l'aide. Je préfère encore la demander aux gens qui me répondent, et la seule personne là, à l'heure actuelle qui nous a répondu pour nous demander de l'aide, c'est François Ruffin, la France Insoumise et Picard Debout. Donc je tenais à le remercier de m'avoir donné la parole, et j'espère que mon témoignage d'aujourd'hui va peut-être aussi ouvrir aux médias le fait de venir me rencontrer justement pour qu'on puisse en discuter, parce qu'on ne parle pas assez de nous. Et le drame est proche, est très proche, et même là, à l'heure d'aujourd'hui, ne serait-ce qu'il n'y a pas plus tard que 2 jours, on a évité un suicide par pendaison au sein même de l'entreprise. Et ça, je tenais quand même à le préciser. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, normalement, on devait avoir Gérard Filoche ce soir, mais Gérard, il a pris 2 engagements le même jour, un dans le Vaucluse, un ici. Voilà. Il n'a pas d'hologramme. Donc le truc, c'est que comme il n'y avait qu'un seul intervenant de l'autre côté et qu'il y en avait 4 chez nous, il a préféré se décommander par ici parce que sinon l'autre il se retrouvait à poil, quoi, en gros. Mais c'est un mal pour un bien, parce qu'on a Jean-Jacques Chavigny à la place. Et Jean-Jacques, on peut dire, c'est le bras droit de Gérard, avec qui il a coécrit une dizaine d'ouvrages, notamment sur les questions économiques et sociales. C'est quelqu'un que je fréquente depuis quasiment le lancement de Fakir au début des années 2000. Comme il est au Parti Socialiste, on s'estime beaucoup en privé, et jusqu'à maintenant, on n'a jamais vraiment été à la même table sur les questions politiques et tout ça. Et c'est la première fois ce soir que Jean-Jacques qu'on est à côté l'un de l'autre pour des raisons politiques. Donc voilà, je considère ça comme étant une très bonne nouvelle. Donc la parole est à toi, Jean-Jacques. Bonsoir. J'ai malgré tout quelques divergences avec François, notamment sur le problème du protectionnisme. Il le sait, on en a parlé souvent ensemble, mais j'ai aussi beaucoup plus de convergences politiques, notamment sur la vision de la société, de l'économie, sur la défense du salariat, aussi bien sur l'augmentation des salaires, la retraite, une loi qui interdirait les licenciements pour les sociétés qui versent des dividendes, pour l'égalité homme-femme, pour il y a tellement de choses sur lesquelles on est d'accord du point de vue de la défense du salariat que je ne vais pas énumérer tout, mais là-dessus on a vraiment une vision qui est identique. Et on a une convergence qui a été tout à fait évidente, c'était celle sur la bataille contre la loi travail. Cette loi est vraiment, pour moi, la loi la pire qui a été adoptée, je dirais pas votée puisqu'elle n'a pas été votée, mais qui a été adoptée en France depuis 1945. C'est la pire attaque qu'il y ait eu contre le salarié. Aujourd'hui, c'est l'entreprise qui est devenue le lieu où s'écrit le droit du travail, après cette loi. Et c'est pas par hasard, parce que tout le monde le sait, et nos camarades des Conti, pas très loin d'ici, l'ont appris à leurs dépens, c'est que quand on fait un accord dans l'entreprise, c'est là le lieu où les salariés sont le plus vulnérables, où ils ont le plus de possibilités d'être soumis au chantage, au licenciement. Et c'est pour ça qu'ils le font.
Et cette loi a supprimé deux garanties essentielles pour les salariés. C'est qu'auparavant, quand il y avait un accord d'entreprise, il ne pouvait être que plus favorable aux salariés qu'un accord de branche. Et un accord de branche ne pouvait être que plus favorable à la loi. Aujourd'hui, tout ça a été supprimé. C'est ce qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes. Et les salariés, aujourd'hui, ont un rapport de force beaucoup plus défavorable dans l'entreprise. Et cette loi a été vraiment quelque chose de terrible. C'est pour moi la pierre de touche de ce qui s'est passé pendant le dernier quinquennat et pour savoir qui est à gauche et qui ne l'est pas. Même s'il n'y a pas eu que ça, hein, c'est évident que dès le lendemain de l'élection, François Hollande a fait voter le traité, ratifier le traité Merkel-Sarkozy, hein, sans en changer une seule ligne, qu'on a eu ensuite la loi Sapin avec laquelle les goudieurs n'auraient pas tenu 3 mois, hein, il faut se le dire. La loi Macron qui multipliait les possibilités de travail du dimanche, et la loi bancaire. J'ai été très longtemps délégué syndical dans une banque, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et franchement, ce qui a été fait est honteux. Parce que c'est de façon totalement infinitésimale que les banques spéculatives ont été séparées des banques de dépôt. Ce qui fait courir à l'économie et au système bancaire un danger absolument incroyable. Surtout quand on sait que Macron trouve que les quelques mesures prudentielles qui ont été prises dans ce domaine sont de trop. Et François Ruffin, dans cette bataille là, contre la loi El Khomri, à mon avis, a vraiment fait un travail remarquable, comme il l'avait fait aux côtés des goudieurs, comme il le fait aux côtés des salariés de Whirlpool, ou comme il le fait quand il réalise Merci patron. Nicolas Dumont, par contre, qui est l'un de ses adversaires, lui, je l'ai connu au PS. Franchement, je crois que c'est quelqu'un qui aime bien être du côté du manche. Et quand il a vu que c'était plus le PS qui tenait le manche, ben il est allé du côté de Macron, parce que c'est là où c'était intéressant. Et de fait, aujourd'hui, il est candidat dans la première circonscription. S'il était élu, on peut être sûr qu'il voterait l'investiture de ce gouvernement-là, Édouard Philippe, qui est un gouvernement à 100% de droite, un gouvernement qui est vraiment un gouvernement qui sera très très dur contre le salariat. Il suffit de voir qu'ils ont mis au poste clé en dehors du Premier ministre, mais en ce qui concerne par exemple la finance, chez des gens, oui, c'est des gens des républicains. On peut être sûr aussi qu'il voterait la loi d'habilitation pour les ordonnances. Parce que ça, c'est un problème immédiat. C'est-à-dire que on est à peu près certain que s'il y a une majorité pour ça, il y aura une loi d'habilitation qui sera votée et que Dumont votera, qui permettra à Macron de légiférer par ordonnance. Et on sait qu'il y a au moins 2 choses qui sont dans les tuyaux, c'est-à-dire tout de suite faire en sorte que les indemnités prud'homales soient plafonnées. Et plafonnées pas pour n'importe quoi, mais quand il y a des licenciements sans cause sérieuse qui sont opérés, c'est-à-dire des licenciements illégaux. C'est des gens qui réclament les peines planchées, les peines planchées pour des petits délinquants, mais qui pour eux réclament des peines plafond quand ils s'attaquent au salariat et qui licencient en toute illégalité. Et ça, c'est la première ordonnance. La deuxième, il y en aura sans doute d'autres, et moi j'ai peur qu'ils s'attaquent au droit de grève, parce que, comme l'a fait Thatcher, on se réclame Macron, et ça serait extrêmement dangereux dans le rapport de force. Et la deuxième va concerner le référendum d'entreprise. C'est-à-dire que dans la loi El Khomri, il était possible pour un patron de faire un référendum d'entreprise en s'appuyant sur des syndicats, même minoritaires. Là, l'ordonnance que veut prendre Macron, c'est pour permettre au patron, dans une entreprise, de faire un référendum qui lui permette de faire passer toutes les mesures qu'il veut sur l'augmentation du temps de travail, la baisse du salaire horaire, etc. Tout ça avec le pistolet sur la tempe des salariés en disant « si c'est pas ça, c'est les licenciements ». Donc on peut être sûr que ça, Nicolas Dumont les votera. Ensuite, pour combattre ces ordonnances, à mon avis, il faut être clair sur ce qu'était la loi El Khomri.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas les combattre si on n'est pas en même temps pour l'abrogation de cette loi. Si on n'est pas pour l'abrogation de la loi El Khomri, je ne vois pas comment on peut combattre ces ordonnances. Or, et là j'arrive à une autre concurrente de François, c'est Pascal Guattard. Moi j'ai été absolument... Enfin, ça m'a scandalisé quand j'ai lu dans le Courrier Picard qu'elle disait dans la loi El Khomri, il y a eu des bonnes et il y a eu des mauvaises choses. Oui, c'est à peu près la mise en pratique idéale de la recette du pâté d'alouette. Vous savez, une alouette éthique d'un côté et un énorme cheval de l'autre. Et bien là, c'était ça. Il y avait gros comme ça de progrès social, mais vraiment gros comme ça, parce qu'il fallait regarder à la loupe. Par contre, l'énorme cheval de régression sociale, il était présent à toutes les lignes de la loi El Khomri. Et moi, pour moi, il y a une chose qui est évidente, c'est quand on est ministre ou secrétaire d'État dans un gouvernement, on n'est pas simplement responsable de ce qui se passe dans son ministère ou son secrétariat d'État. On est solidaire de la totalité de la politique faite par le gouvernement. Si on n'est pas d'accord, on s'en va. Elle est restée, ça veut dire qu'elle a approuvé la loi travail, et donc je lui fais strictement aucune confiance pour ne pas voter la loi d'habilitation sur les ordonnances, parce que ces ordonnances ne seront finalement que la simple continuation de la loi El Khomri. C'est en plus, je pense, une candidature de division. Parce que le seul qui soit capable de l'emporter à gauche, à gauche dans cette circonscription, c'est François. Bon, je ne crois pas qu'elle aura un grand pourcentage de voix, mais c'est peut-être ces pourcentages de voix qui peut empêcher François d'être au second tour. Donc c'est pas possible. Et en plus, c'est vraiment une division non seulement de la gauche, mais même du Parti communiste. Puisque elle a réussi à avoir comme suppléant un élu du Parti communiste, alors que le Parti communiste a voté à 90% le soutien à François. Donc présenter sa candidature comme une candidature d'union, alors que c'est une candidature de division qui risque de faire perdre la gauche dans à peu près la seule circonscription où il y a la possibilité de gagner, c'est pas possible. C'est pour ça que je pense que le jour du vote, au premier comme au deuxième tour, il faudra qu'il n'y ait pas une seule voix qui manque pour François Ruffin. Merci beaucoup Jean-Jacques. Alors maintenant Isabelle Attard, que j'ai rencontrée moi l'année dernière justement pendant le conflit sur la loi travail. Puisque j'étais devant le ministère du dialogue social, enfin du travail, de la formation et du dialogue social. J'aime bien toujours répéter dialogue social parce qu'on m'envoyait les renseignements généraux, un vigile, la préfecture de police et tout ça, mais jamais une personne qui pouvait répondre à mes deux petites questions. Et Isabelle venait pour m'apporter un peu d'air, c'est-à-dire que quand elle arrivait avec son écharpe tricolore, ça faisait que les services de police s'éloignaient de quelques mètres et c'était déjà un peu d'air de gagner. Donc voilà, donc c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré, et puis c'est à elle que j'ai piqué l'une des trois mesures. Je mets trois mesures en œuvre si je suis élu. Je me mets au SMIC, je fais que mon mandat est révocable s'il y a 25% des gens de la circonscription qui demandent à ce que je démissionne. Et la troisième chose que je fais, c'est que je fais gérer mes réserves parlementaires par un jury populaire tiré au sort parmi des volontaires, j'ai déjà dit. Et donc voilà, donc c'est 140 000 euros qui ne doivent pas servir au clientélisme ou à des associations à droite à gauche pour préparer la prochaine élection, mais qui permettent, si c'est géré comme ça, peut-être que ça soit plus conforme à l'intérêt général. Donc voilà, ça c'est une idée que j'ai piquée à Isabelle. Voilà. Donc Isabelle, à toi la parole. Merci François. Bonjour tout le monde. Et je voulais déjà vous dire en préalable que vous avez de la chance, parce que François aurait pu ne pas être candidat ici, sur cette circonscription, parce qu'au début, il voulait être mon suppléant. Et voilà, ça aurait été moche, hein. Ouais, donc c'est comme ça que vous pouvez savourer ce moment aujourd'hui, tous ensemble. Il aurait pu être avec moi. Et à ce moment-là, je lui ai dit, François, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée, parce que les parachutages sont toujours assez mal vus. Pourquoi tu ne serais pas directement candidat à Amiens? Franchement, c'est quand même un peu plus logique. Là, j'ai senti que tu réfléchissais, mais tu n'as pas réfléchi super longtemps non plus.
Enfin, je veux dire, ça n'a pas trop traîné. Et peu de temps après, il m'a téléphoné pour qu'on se voit, pour me dire mais comment on fait pour faire une campagne. Et voilà comment on a réussi à convaincre quelqu'un de valeur d'être ensuite, sans doute, et je l'espère fortement, député à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'était en préalable, parce que quand même, vous avez eu chaud aux fesses. Ensuite, effectivement, revenir un tout petit peu sur cette loi travail pour dire que oui, il y a des manifs à faire sur la prochaine version qu'on nous prépare, parce qu'il n'y a aucune surprise, il y aura forcément la suite de la loi travail, de la loi El Khomri, puisque ce sont les mêmes, légèrement en pire, qui sont aujourd'hui au gouvernement. Donc il y a les manifestations, il y a tout ce qu'on peut faire pour que nos compatriotes comprennent à quel point c'est dangereux. Et je vais vous dire que même à l'étranger, tout le monde réalise à quel point c'est dangereux. J'étais au mois de décembre au Brésil et pour faire une conférence aussi sur la loi travail, pour leur expliquer ce qui se passait en France avec cette loi. Et quand je leur ai parlé du plafonnement des indemnités prud'homales, ils étaient horrifiés. Ils ne comprenaient pas qu'en France, on puisse avoir ça. Vraiment une incompréhension totale. Pour eux, la France, ça reste quand même le pays des droits de l'homme. Il ne faut pas l'oublier qu'à l'étranger, on a une certaine réputation et que beaucoup de pays sont restés sur une image qui date d'il y a 40 ou 50 ans et qui n'est absolument pas, évidemment, conforme à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc cette loi travail numéro 2 qu'on aura certainement, là où j'ai besoin de François et des autres, de tous ceux qui seront élus et qui seront élus avec le même esprit, que ce soit Leïla ou les Insoumis ou d'autres citoyens ou peut-être d'autres candidats qui sauront partager avec nous ce combat, il faut absolument qu'on fasse des contre-propositions. On voit bien qu'on n'est pas crédible si on est juste dans l'opposition ou dans la contradiction, à dire toujours non. Ce n'est pas forcément toujours notre rôle de député, ça en fait partie, mais ce n'est pas là qu'on nous attend. Et il y a un groupe de recherche en France qui est d'universitaires, de profs de droit, de profs de droit du travail, qui s'est rassemblé pendant de nombreuses semaines pour refaire le Code du travail. C'est le GR Pacte. Et Pouria, à mes côtés, elle avait signé ma proposition de loi également, parce que je m'étais inspirée de leur travail. GR Pacte, c'est groupe de recherche pour un autre Code du travail. Et on avait transformé leur recherche, le résultat, en proposition de loi. Et nous étions une vingtaine à l'avoir signée. Et c'est comme ça qu'on avance, en montrant à l'Assemblée, dans l'hémicycle, à Myriam El Khomri, que sa loi, on n'en veut pas, mais que nous, on en a écrit une autre. Et comme ça, on est force de proposition, et c'est comme ça, effectivement, qu'on avance. Le GR Pacte est un groupe qui a continué à bosser, qui a continué à travailler sur d'autres parties. Notre première proposition de loi traitait plutôt de la protection du temps de travail, le droit à la déconnexion, le fait que si on nous oblige à travailler plus de 35 ou 39 heures, eh ben, faut payer. La flexibilité, c'est ça peut être ça. C'est ok, on est prêt à travailler plus, mais il faut que ça soit vraiment payé beaucoup plus. Et comme ça, le patron peut réfléchir. Est-ce qu'il embauche ou est-ce qu'il va commencer à payer cher? Ça, c'est toutes ces réflexions-là qu'il faut qu'on ait pour effectivement protéger les salariés et partager le travail. Donc ça, c'est première piste, à mon sens, être toujours force de proposition, et je sais que François est capable de l'entendre. On peut être devant le ministère du Travail aussi, on peut être dans la rue aussi, et en même temps, dans l'hémicycle, jouer notre rôle de législateur, parce que c'est ça que les gens attendent de nous. On parlait de la loi de travail. Moi, je pense qu'il y a eu une loi il y a eu des lois catastrophiques qui ont été finalement votées dès 2013. Il n'a pas fallu attendre très très longtemps pour avoir le vrai visage de ce gouvernement. Et comme j'étais chef de file sur le projet de loi enseignement sup recherche, je peux vous dire que tous les syndicalistes et tous les professionnels, tous les chercheurs nous disaient la même chose. Ils nous disaient: cette loi est pire que ce que Valérie Pécresse aurait pu écrire. Donc si vous voulez, je pense qu'assez tôt quand même on a eu une idée de ce qui se profilait. La résistance à l'intérieur de l'hémicycle, elle s'est faite très lentement, beaucoup trop lentement à mon goût, et c'est pour cette raison que j'ai quitté Europe Écologie Les Verts. C'est parce que je considérais que le raisonnement de suivre aveuglément le gouvernement et aveuglément le Parti Socialiste ne pouvait nous mener que dans le mur, et finalement c'est ce qui s'est passé. Donc il fallait réagir, et j'aime bien l'idée de François de dire que je suis SPDT, sans parti du tout.
Parce qu'on gagne en indépendance. En vraie indépendance. Parce qu'à l'Assemblée, vous avez les députés godillots aussi. Donc je ne sais pas qui est au courant, ce qu'est un député godillot. C'est ceux qui lèvent la main quand on leur dit de lever la main et qui ne lèvent pas la main quand on leur dit de ne pas lever la main. Ou qui viennent dans l'hémicycle quand on leur dit de venir dans l'hémicycle. Et je ne pense pas que Myriam me contredira sur cette façon de procéder. Les grands groupes font de cette façon à faire des suspensions de séance intempestives. Tu verras, François, c'est facilement détectable. C'est quand on a un qui commence à avoir la langue de bois et à faire traîner son discours pendant 10 minutes pour dire quelque chose qui tient en 30 secondes. Ça s'appelle faire de l'obstruction, mais c'est surtout faire durer le plaisir, faire durer le plus possible, et en même temps, avoir quelqu'un qui téléphone à ses collègues pour les réveiller quand il est 1h du matin et les voir rappliquer une vingtaine de députés de la majorité présidentielle, qui était la majorité socialiste, de façon à contrer tous ceux qui oseraient émettre un avis opposé et divergent. Donc toi, François, tu vas le voir très très vite comment ça se passe. Et nous, on ne sera pas les députés godillots, bien évidemment, parce on tient nos promesses par rapport à vous directement. Et c'est ce lien-là qui est extrêmement fort. Quand François parlait de révocabilité tout à l'heure, c'est parce que oui, il va revenir devant vous régulièrement, et vous pourrez juger de son action en tant que député. Et vous pourrez voir s'il a respecté ses promesses ou pas. Mais bon, comme j'ai confiance, je m'inquiète pas en fait. Et ça, c'est pour l'aspect travail à l'Assemblée. Malheureusement, quand je suis arrivée à l'Assemblée en 2012, j'ai pas du tout été aidée. Et c'est bizarre parce qu'on était un petit groupe de 18 députés. Il y en avait 2 qui avaient déjà eu un mandat. Je comptais beaucoup sur eux, c'était Noël Mamère et François de Rugy. On a eu 0 conseil, 0 aide, 0 transmission des savoirs. Il a fallu tout découvrir nous-mêmes. On a perdu un petit peu de temps au démarrage. Et je te promets que nous, on sera là, si je suis élue. Sinon, ça sera plus difficile. On fera ça à distance. Mais de toute façon, il y aura du soutien pour qu'on ne perde absolument aucune minute, parce que ce gouvernement mérite qu'on s'occupe de lui tout de suite. Sans attendre un mois qu'on soit prêt, en fait, il va falloir être prêt très très vite. Et là, je pense que nous sommes tous d'accord. Ça, c'est pour la partie législative. Et je terminerai avec la partie rassemblement de la gauche. François l'a dit tout à l'heure, j'ai l'honneur de représenter un des plus gros rassemblements de la gauche écologiste et citoyenne dans une circonscription en France aujourd'hui, qui va du PS côté Hamon jusqu'au NPA. Enfin, j'espère, sauf si on m'annonce qu'une extrémiste, avant 18h, il y en a qui se sont inscrits à la préfecture, mais bon, je ne crois pas. Ce rassemblement, il ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il s'est construit sur le terrain, en étant avec les militants, avec les camarades, avec tous ceux qui sont en lutte, que ce soit contre la loi travail ou contre l'état d'urgence et contre toutes ces lois complètement stupides, et la déchéance de nationalité en fait partie, toutes ces lois qu'on a pu subir depuis 5 ans, ça se fait en étant sur le terrain tout le temps. Même quand des fois on se dit « je suis fatiguée, je viens de me taper 3 séances de nuit à l'Assemblée, mais c'est pas grave, je vais y aller quand même », d'être présente, de les défendre et d'essayer à tout prix de rassembler. Et pas de rassembler juste dans les 2 dernières semaines, mais de rassembler tout le temps. C'est comme pour le Front National. Il ne s'agit pas de faire des incantations pour nous demander de voter pour Macron contre le Front National 2 semaines tous les 5 ans. C'est tous les jours, toutes les minutes et à toutes les occasions qu'on fait de la pédagogie pour convaincre les électeurs du Front National que Marine Le Pen n'apporte aucune solution, bien au contraire. Et c'est pour ça que le travail sur le terrain est important. Et ce rassemblement, il s'est construit pas à pas. Mais il y a un élément qui empêche le rassemblement. Et cet élément, il est financier. Ça fait peut-être partie des choses dont on pourra s'attaquer peut-être le plus tôt possible. Le financement des partis politiques aujourd'hui en France ne se fait que par les législatives, que par les résultats obtenus aux législatives. Pour résumer, les partis qui font plus de 1% des voix dans 50 circonscriptions et dans 30 départements différents obtiennent à ce moment-là un financement public pour leur parti. Vous comprenez avec ce raisonnement, avec ce procédé, que tous les partis essayent donc d'avoir des candidats, quitte à faire 1%, quitte à diviser. Et ceux qui s'en sortent toujours avec ce raisonnement débile, c'est forcément les grands partis, qui eux vont avoir un candidat d'Union, les Républicains et l'UDI, ou bien le Parti Socialiste quand il était grand,
à ce moment-là, ils arrivaient par ce procédé à bloquer l'émergence et à bloquer l'apparition dans les élections, quelles qu'elles soient, des candidats, puisqu'il y avait l'appât du gain et puisqu'on n'arrivait pas techniquement à lutter contre ce pourrissement par l'argent des beaux rassemblements qu'on aurait pu faire. Pareil pour l'élection présidentielle, quand on place la barre à 5%, on empêche évidemment toute émergence de petites formations qui, 5 ans ou 10 ans plus tard, peuvent devenir très grandes et peuvent prendre le pouvoir. Et c'est sans doute à cette réglementation-là qu'il va falloir s'attaquer en premier pour permettre les rassemblements futurs. Voilà ce que j'avais à dire pour maintenant. Je vais repasser la parole à Pouria, via François. Juste pour vous dire que pendant 5 ans, j'ai eu quelques collègues sur lesquels j'ai pu compter. Parfois, j'étais un peu seule, mais la plupart du temps, il y en avait quelques-uns qui étaient là, et heureusement, parce que sinon, on se serait senti bien, bien seul dans l'hémicycle, et que je suis très heureuse d'être à la même table que Pouria Amir Chahi, parce que sans lui, je pense que j'aurais peut-être pas eu le courage d'aller parfois dans l'hémicycle pour se frotter, pour se friter, pour contrer les lois absolument de régression que nous avons pu avoir ces 5 dernières années. Donc j'en profite pour te dire merci. Et j'espère aussi avoir François... je ne dis pas qu'il va te remplacer, hein, tu es irremplaçable, mais voilà. J'espère que nous aurons l'occasion d'être ensemble encore à nouveau, que ce soit dans l'hémicycle ou ailleurs. Il reste la buvette de l'Assemblée. Pouria Amir Chahi, qui était très tôt un frondeur du PS, puis un frondeur hors dehors du PS, on s'est retrouvé, on s'était vu une fois un truc de Gérard Filoche, de démocratie et socialisme dans l'Allier, il me semble, et l'année dernière on s'est revu au moment de la loi travail, et là qui a décidé de ne pas se représenter, donc maintenant qui termine son mandat de député des Français de l'étranger, mais qui a fait le choix de sortir de l'hémicycle de lui-même, quoi. Voilà. Oui, alors je vais me lever, je ne vous vois pas tous. Bonsoir à tout le monde, mesdames et messieurs. Je vais me présenter. Pardon, je ne vois pas bien. Là, je vois mieux. Parce que je crois que vous ne me connaissez pas forcément. Donc, je m'appelle Pouria Amir Chahi. Bon, c'est imprononçable, vous avez compris que ça venait de quelque part ailleurs, mais je ne suis pas moins député de la Nation, fier d'avoir été, très honoré d'avoir essayé de défendre les nôtres, de défendre les gens, de défendre des causes et des principes aussi. Pendant ces 5 dernières années, effectivement, je ne me représente pas. Que puis-je vous dire d'autre sur moi qui sont intéressants avant de dire l'essentiel? Moi, je suis venu soutenir François ici, en espérant pouvoir revenir, le cas échéant, fêter la victoire avec toi et te soutenir dans les prochaines années. J'ai été dans la vie travailleur social, j'ai travaillé dans la bande dessinée aussi, j'ai vécu en banlieue, j'ai vécu en Charente, j'ai vécu en banlieue parisienne, j'ai vécu en Charente, j'ai vécu à l'étranger, bref. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai connu le chômage aussi. Et je me prépare donc à reconnaître de nouveau le chômage. J'avais pris un abonnement, ça va, j'ai l'habitude, pour entamer une nouvelle vie. Et je pense que c'est bien que les visages en politique se renouvellent, que les mandats tournent, qu'on ne s'accroche pas forcément, quand bien même ce sont de beaux mandats utiles, surtout quand on essaye de les honorer du mieux qu'on peut, fidèlement à la parole qui avait été donnée aux électeurs, et en essayant d'être auprès de vous, des gens, tout au long du mandat. Alors moi je suis assez impressionné de voir le monde qu'il y a ici. J'ai décidé de soutenir quelques candidats dans cette élection, d'étiquettes différentes, mais qui peu ou prou pensent à peu près la même chose, qu'ils procèdent d'une démarche plutôt indépendante, citoyenne, telle que François, qui a ensuite obtenu le soutien d'autres formations politiques, ou qu'ils soient issus de formations politiques de la gauche, et qui, à mon avis, demain, seront utiles à l'Assemblée nationale. Pourquoi, après la victoire de M. Macron, il est important absolument d'avoir des députés convaincus, déterminés, solides? Parce que, d'abord, Macron, quelqu'un d'intelligent, vous l'avez vu, qui va rythmer le temps politique, il a maintenant la main, et sans doute à sa botte, pardon l'expression, une soldatesque de parlementaires disciplinés qui vont vouloir, parfois sans discernement, et au nom même de la discipline, et au nom même de l'intérêt supérieur que représenterait
la réussite du mandat présidentiel, la réussite n'étant évaluée non pas à l'aune forcément des progrès réalisés dans le pays, mais à l'aune de son maintien au pouvoir et de sa capacité, son autorité présidentielle. Il va falloir absolument engager cette bataille législative avec un objectif. Le premier des objectifs, c'est de ne pas lui donner de majorité absolue. Je pense que c'est très important. Je ne le dis pas simplement, comme ça a été dit par Jean-Jacques tout à l'heure, à cause des risques que peuvent faire courir certaines propositions de Macron, en particulier dans le domaine économique et social. Et je le dis aussi au nom de la démocratie. Nous avons une constitution qui donne beaucoup de pouvoirs. Je ne veux pas dire les pleins pouvoirs, parce que on me ferait le procès de l'exagération, mais des pouvoirs, pour moi, exorbitants de droit commun dans une démocratie moderne, à un seul homme, qui a entre les mains la possibilité de décider ou non d'une guerre, en notre nom, en votre nom, sans passer par le Parlement, qui a la possibilité de choisir seul, de réorienter totalement des fonds publics pour faire des choix économiques qui n'étaient pas forcément ceux qui avaient été politiquement orientés à droite, va d'abord avoir pour vertu, pour lui, président de la République, d'être toujours en position d'arbitre et central, et donc toujours de décider seul, in fine, des grandes décisions qui nous concernent toutes et tous. Et moi je crois que la France, pour l'avoir vécu pendant ces 5 dernières années du cœur du Parlement, est malade de cette démocratie imparfaite, de cette révolution française jamais achevée, qui voit finalement un très grand déséquilibre où une loi n'est pas débattue, elle passe par un 49.3, elle risquerait demain de passer par ordonnance, où des décisions lourdes, j'ai parlé de la guerre tout à l'heure, sont prises par un seul homme, et bien d'autres choses encore. Donc il faut absolument empêcher cette majorité absolue et faire en sorte que la diversité soit présente à l'Assemblée nationale. Le plus à gauche possible, je le souhaite, et avec des députés, des représentants de la nation, qui, comme François Ruffin, je le dis sans aucune flagornerie, parce qu'on sent l'authenticité aussi de la personne, vous le connaissez mieux que moi, pour être d'ici, seront capables de tenir tête, de proposer et de réorienter le cours d'une histoire qui semble pour l'instant être écrite pour une seule personne. Or, il s'agit de nous tous. Il s'agit de faire face au fracas du monde, dans un monde qui doute, une Europe qui se délite, une Méditerranée qui devient le plus grand cimetière du monde. Ça a été dit, des fractures sociales profondes où les inégalités s'aggravent, où l'accaparement des richesses par une petite poignée d'individus au détriment de l'intérêt général fait le plus grand mal à notre pays, à notre démocratie. Et moi, je préfère être ici à côté de François Ruffin, qui défend les gens de peu, qui défend les humbles, au point même qu'on le traite de populiste, parce qu'il ne mettrait pas tout de suite le costume ou la cravate. Mais je préfère que ce soit lui qui le fasse, plutôt que d'autres qui s'arrogent le droit de préempter la cause du peuple sans en être issu, et je pense évidemment au Front National en particulier. Je préfère être ici avec François Ruffin, qui parle de ceux à qui on ne donne pas la parole, à cette France invisible, qui le fait bien, qui le fait avec éloquence, qui le fait parfois avec fragilité, mais avec une grande authenticité, et qui le fait avec la certitude de savoir d'où il vient et à qui il le doit, si demain il était élu, c'est-à-dire à vous toutes et tous. Et en démocratie, il faut cette exemplarité-là. Je crois que ce qui compte, ce n'est pas simplement les mots en politique, ce ne sont pas simplement les actes, mais c'est l'adéquation qu'il y a entre les deux. Et c'est cette adéquation-là que je crois tout au long de ta campagne, et j'espère demain tout au long du mandat que tu auras, j'espère, la charge d'honorer, tu auras à cœur de mettre en musique. La France est vraiment dans une situation très fragile, très incertaine. On lui souhaite évidemment le meilleur. Il va falloir être là pour faire des propositions de loi. Tu seras à l'initiative de certaines lois, avec d'autres parlementaires. Et en situation aussi de résistance, mais je veux dire par là d'empêchement, lorsque des lois risqueraient de nuire à la cohésion sociale du pays. Il y a aussi, par cette pratique parlementaire, la possibilité de reconstruire un chemin vertueux, progressiste, transformateur pour le pays, celui qui n'a pas été possible à cette élection présidentielle. Il va bien falloir désormais, puisqu'il y a un changement de génération,
Nous avons un jeune président de la République, ne l'oublions pas, incarner aussi différemment cette modernité et ces nouvelles générations au combat. On n'est pas obligé de laisser le monopole de la modernité et de la jeunesse au président de la République, qui ferait donc rimer la modernité et la jeunesse avec ses seules orientations libérales. Donc non, il s'agit aussi de saisir cette occasion pour que des nouveaux visages, des nouvelles femmes, des nouveaux hommes qui n'étaient pas jusque-là forcément engagés dans le terrain politique, électoral, puissent le faire, honorer ces combats-là. Je crois que c'est très très important. On a devant nous des chantiers importants. Ici, demain, des parlementaires libres de leur jugement, sentant leur lien avec leur circonscription, avec leurs électeurs, et pas forcément dans une logique disciplinaire ou de groupe, sont en situation de travailler avec d'autres. Parce que le collectif, ça compte aussi. C'est bien d'avoir des députés libres, mais c'est bien aussi d'avoir des parlementaires qui œuvrent ensemble. Alors peut-être que dans les années qui viennent, vous construirez collectivement un chemin qui sera en 2022 fécond et qui permettra cette fois-ci de changer plus profondément le cours des choses. Alors je dis ça évidemment en gardant l'espoir que les choses s'accélèrent et que ce soit dès cette élection législative qu'il y ait en vérité une majorité de gauche, mais je suis lucide et je vois les choses comme elles sont et je pense qu'il faut d'ores et déjà se préparer là où on est, donc là où vous êtes, ici, à se donner les moyens d'abord de vous protéger d'une certaine façon par le député que vous aurez, mais aussi de préparer la suite, de préparer l'avenir en étant toujours fidèle à la confiance que vous lui aurez donnée et que je suis sûr vous saurez lui rappeler si demain il en était besoin. Donc bonne chance à toi, bon vent à toi et je reste évidemment disponible avec toi comme avec d'autres pour faire en sorte que ce chemin-là que tu as voulu incarner, avec la confiance de nombreuses personnes, et croyez-moi, pour avoir fait de nombreuses réunions électorales dans cette élection législative, tout le monde ne rassemble pas autant de monde dans une salle, donc soyez conscients aussi de la force que vous êtes. C'est important de se mettre en confiance pour pouvoir affronter les échéances qui arrivent avec l'optimisme indispensable à l'action résolue que vous voulez entreprendre. Bravo à vous. Merci pour rire. Alors, je vais donner la parole à Leïla. Alors, ça fait des années qu'on se connaît. Je me souviens, je suis pas sûr, mais l'une des premières fois où on s'est vu, en tout cas, j'avais fait venir. Elle était venue très volontiers. Ah, t'allais raconter. Bon, d'accord. Je vais pas le génie. Oui, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc là, je suis actuellement porte-parole de la France Insoumise, mais quand j'ai rencontré François, c'était pas le cas. Quand on s'est rencontrés, c'était en 2011. Et donc moi, à l'époque, j'étais j'étais une activiste dans divers collectifs. François était déjà journaliste à l'époque. Et on s'intéressait tous deux à un mec qui s'appelle Marc Ladré de la Charrière. Alors, son nom, il est ressorti là dernièrement avec l'affaire... Pénélope Fillon, parce que c'était la personne qui dirigeait une des maisons d'édition, la maison d'édition où Pénélope Fillon avait un contrat fictif. Mais à l'époque, bon, personne n'entendait parler. Donc François, voilà, vous le connaissez, hein, il avait potassé, il avait traqué, accumulé un ensemble d'éléments sur son dossier. Marc Ladré de la Charrière, donc c'était le patron de Fitch Ratings, l'agence de notation. Et en 2011, tout le monde parlait des agences de notation, du triple A, c'était l'obsession, hein, qu'il fallait que la France ait son triple A. Moi, à l'époque, je militais dans des associations de lutte contre le chômage et la précarité, et on s'était aperçu que l'UNEDIC, donc l'UNEDIC qui reverse les sous aux chômeurs, en fait, était dicté par les agences de notation, et les agences de notation avaient dit à l'UNEDIC, en gros, pour résumer, hein, je caricature, mais si l'UNEDIC augmente la durée d'indemnisation des chômeurs et augmente les allocations des chômeurs, eh bien attention, vous allez perdre votre triple A. Donc en gros, c'était les agences de notation qui faisaient la loi. Et donc moi, en tant qu'activiste, et François, en tant que journaliste, on avait décidé de s'attaquer à Marc Ladré de la Charrière, le patron de Fitch Ratings. Et donc on s'est rencontrés la première fois, François, parce que le premier truc qu'on a fait ensemble, il y avait une conférence
un rendez-vous au ministère des Finances. Donc évidemment, tout le monde n'a pas accès, hein, mais les journalistes y avaient accès. Et dans ce rendez-vous-là, c'était la remise du prix du livre d'économie, où Marc Ladré de la Charrière était le président du jury. C'est lui qui remettait le prix du livre d'économie. C'était François Baroin, à l'époque, le ministre des Finances. Donc François Ruffin, il y avait une carte de presse, une carte de presse toujours, donc il avait accès à ce rendez-vous-là. Et donc il me dit, maintenant, à l'époque, tu voulais pas que je le balance, mais donc maintenant, il y a prescription. Donc, en gros, grâce à François Ruffin, il m'a fait rentrer, je sais plus, je crois que tu m'as fait passer pour ta stagiaire journaliste. Donc, j'ai pu rentrer à l'intérieur de ce truc-là parce qu'en fait, avec des copains, on avait monté un comité de soutien à Marc Ladré de la Charrière pour lui demander qu'il se présente à l'élection présidentielle de 2012. En disant, bah tiens, de toute façon, c'est déjà la finance qui fait la loi, qui gouverne. Donc, pour que les choses soient claires, autant faire en sorte que Marc Ladré de la Charrière soit candidat à la présidentielle. Tu noteras que 5 ans plus tard, ton vœu est réalisé, la finance va directement Voilà, être réalisée. c'était ça. Je me rappelle parce que du coup, là, j'ai regardé les trucs que j'avais écrits à l'époque, et c'est vrai qu'on disait, à l'époque, il y avait déjà, je crois que c'était la Grèce et l'Italie qui étaient gouvernées par des financiers, et donc on prenait comme exemple dans notre argumentaire, bah tiens, regardez, dans d'autres pays, ça se fait d'être gouverné par des financiers, pourquoi pas en France? Et malheureusement, 5 ans plus tard, voilà, on a un banquier qui nous gouverne. Bon. Et donc ce jour-là, François lui rentre pour faire son interview de Marc Ladré de la Charrière. On rentre tous les deux pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la remise du prix du livre d'économie. Hein. Moi je rentre, alors j'avais dans le sac, on a fait rentrer un autre copain aussi. On avait fait une banderole à l'arrache dans la nuit, La Charrière 2012, on avait des casquettes. Sa banderole, on aurait dit une serpillière avec un truc marqué. On avait fait ça en urgence. On avait fait ça en urgence. Et donc, en se faisant passer pour des journalistes, hein, évidemment, et au moment où Marc Ladré de la Charrière lance son discours, on débarque sur la scène avec notre banderole La Charrière 2012, les casquettes La Charrière 2012, enfin voilà, et on s'est fait virer rapidement par les vigiles. Mais bon, voilà, c'était bien drôle. Ça, c'était ma première rencontre avec François Ruffin. Et dernièrement, l'année dernière, j'ai repris contact avec François Ruffin. Entre-temps, on s'est recroisés évidemment, hein. Mais il y a un an, un peu plus d'un an, moi j'avais arrêté de militer, j'étais un peu dépitée. Il y a un an, vous vous rappelez de l'ambiance au début de l'année 2016. On venait de passer une année avec des attentats. C'était un contexte d'état d'urgence. Au niveau de la gauche, moi j'avais milité dans le front de gauche, mais c'était la déconfiture, la division, les guerres de chapelle. Et puis bon aussi, par ailleurs, je me consacrais à ma vie professionnelle. Et j'avais complètement arrêté de militer, j'étais dépitée, et je reçois un coup de fil de François Ruffin, je crois que c'était fin janvier, qui me dit tiens, ça te dit de venir voir mon film, là je sors un film, on fait une avant-première à Paris, et puis en plus on est en train de réfléchir à quelque chose, à faire quelque chose autour de ce film, parce que toutes les salles où on le projette, partout en France, dans les avant-premières, c'est blindé de monde, les gens ils ressortent avec un sourire jusque-là, il y a quelque chose, parce que François Ruffin, c'est pas... Quand il fait quelque chose, il fait pas juste quelque chose. Quand il est journaliste, il aide les activistes à faire... Il fait lui-même de l'activisme. Quand il fait un film et qu'il voit qu'il y a du monde, il se dit « Je vais pas en rester à réalisateur de film. Je vais faire quelque chose de cette énergie-là, de tous ces gens qui viennent voir le film. » Donc il me dit « Tiens, viens, si ça te dit, on est en train de réfléchir à un truc avec Lordon et puis deux, trois autres. » Puis là, tout de suite au téléphone, je me dis ah ben ouais, carrément. Et puis si ça se trouve, voilà, là, on va sortir un peu de cette ambiance sinistre. Tout de suite, il me calme. Hein, c'est bon, t'emballes pas. Attends, je te propose pas de faire la révolution. Voilà, François, toujours les pieds sur terre. Et suite à ça, quelques semaines plus tard, donc à l'initiative de François et de l'équipe de Fakir, se lance le mouvement Nuit debout. On donne rendez-vous aux gens après une manif contre la loi El Khomri le 31 mars 2016. Toujours, alors, avec un truc qui est fort chez François, c'est qu'il dit bon, on va essayer de faire flipper l'oligarchie, mais tout en disant à côté, t'emballes pas. On avait lancé un espace campement, campement sur la place de la République, et c'est des genres de personnes qui tenaient à ce qu'on appelle cet espace sieste, pour pas passer pour des abrutis si jamais il y avait que 10 personnes qui se réunissaient le soir même, quoi. Et en fait, pendant des semaines et des semaines, tout ça partit d'une idée de François, d'une proposition de François, effectivement, toutes les personnes qui agissaient dans le mouvement social, sur le terrain syndical, dans les luttes contre le mal-logement, enfin toutes les personnes qu'on avait croisées dans nos réseaux militants se retrouvaient place de la République.
Et puis là, tout un tas de gens qui jamais n'avaient mis les pieds dans une manif ou dans un rassemblement militant se pressaient place de la République à Paris, mais aussi dans plein d'autres villes en France, tous les soirs, à se faire évacuer en pleine nuit et à revenir le lendemain, à venir réfléchir à comment on pouvait faire en sorte de récupérer le pouvoir qui était accaparé par une minorité de gens au niveau économique, au niveau politique, au niveau institutionnel, et tout ça pendant des semaines et des semaines. Donc un tas de gens qui se sont vraiment mis debout, et tout ça, c'est voilà, François n'aurait pas été là, ça ne se serait pas produit. Ensuite, voilà, moi comme je vous l'avais dit, à ce moment-là, donc avant de Nuit debout, j'avais complètement arrêté de militer. Et si j'ai fait le choix de m'engager dans la France Insoumise, c'était après Nuit debout, c'était l'été dernier, et c'était pour pouvoir en fait donner un débouché à tout ce qu'on avait raconté sur la place de la République et sur toutes les autres places, c'est-à-dire faire en sorte que l'idée de récupérer le pouvoir qui était accaparé par une minorité illégitime, eh bien continuer de la mettre en œuvre. Et moi, il m'a paru que Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, le programme qui était porté, mais aussi la démarche qui était portée, allait dans la continuité, s'inscrivait dans la continuité de tout ce qu'on avait raconté sur cette place de la République pendant des mois. Donc je remercie François, parce que François, si t'avais pas été là, eh bien jamais je me serais engagée, jamais j'aurais fait la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, et jamais je serais là aujourd'hui en tant que porte-parole de la France Insoumise et porte-parole de Jean-Luc Mélenchon pour te soutenir. Donc merci. Enfin, donc je pense que oui, c'est important que François, pour terminer, donc là j'entendais aussi sur les dernières interventions parler beaucoup du rassemblement de la gauche. Et je pense que aussi ce qui est important chez François, c'est que au-delà de rassembler la gauche, il arrive toujours à rassembler des gens qui ne se croisent pas habituellement. Ça va être les militants contre le mal logement avec les ouvriers de Goodyear, ça va être toujours pendant Nuit debout, cette insistance qu'il avait à toujours avec sa force d'autocritique, parce que quand vous écoutez François, il va vous dire que Nuit debout, il va pas vous faire du tout le même bilan que moi, il va vous dire que c'était pourri, que ça regroupait que des bobos parisiens, et que limite ça a servi à rien. Mais toujours cette espèce de volonté de toujours se remettre en question, de sortir de sa zone de confort, de faire en sorte que le mouvement ne se recroqueville pas sur lui-même, de faire des liens entre les syndicalistes, le mouvement syndical, les activistes qui sont plus dans l'autogestion, les mouvements de mal logés, entre tous ces gens. Et c'est une de ses forces à François. Et surtout, moi quand il m'a dit qu'il voulait être député et se présenter aux législatives, eh bien, je me suis rappelé ce moment où il m'avait fait rentrer au ministère des Finances pour cette conférence de presse. Et je me suis dit qu'en fait, vu ce qu'il arrivait à faire avec une carte de presse, à inviter ceux qui ne sont pas invités, à faire rentrer ceux qui ne sont pas invités dans des endroits qui sont des tours d'ivoire complètement cloisonnés et séparés du reste du monde, enfin, vous pouvez imaginer ce qu'il pourra faire avec un mandat de député. Et je pense qu'à l'Assemblée nationale, François, il va faire rentrer des gens, mais pas... Enfin voilà, il va en faire rentrer un paquet, il va faire rentrer l'intérêt général, il va faire rentrer des ouvriers, il va les faire rentrer, mais il va faire les lois dans leur sens. Et donc c'est important, je pense, de vivre François Ruffin. Merci Leïla. Alors, je vais rebondir sur quelques trucs et puis après je vais dire comment je verrai mon rôle de député. Quelques trucs sur, tu dis rassembler des gens qui d'habitude ne se rencontrent pas. J'en profite comme on était à Flic Secours. Michael, il est où? Michael, il est là. Voilà, parce que c'était il y a 15 jours, j'ai toujours pas eu le temps d'écrire le papier, mais il y a 15 jours, on se trouvait à l'abri champêtre de Flic Secours. Et à mon avis, c'est l'une des premières fois où il y a une discussion entre des chasseurs, invités par Michael, et Franck, qui est ici et qui est écolo. Et donc voilà un peu le type de discussion en effet, que la campagne aura aussi permis d'initier. Alors moi, dans mon rôle de député, on a chacun vit chacun avec ses mythes. Moi j'ai très fortement le mythe de la Révolution française et ça fait écho à deux choses que j'ai entendues ici. Je trouve que quand on lit l'histoire socialiste de la Révolution française par Jean Jaurès, qui est l'une de mes bibles, eh bien on voit que
la situation est mouvante, c'est-à-dire qu'on n'a pas des partis qui sont fortement constitués, et donc on a des députés qui votent en conscience, en indépendance, en sondant leur âme, et c'est ce qu'a fait Pouria pendant le temps, ces 5 ans de son mandat, c'est ce qu'a fait Isabelle aussi, et moi aussi c'est quelque chose que je souhaite pouvoir faire, c'est-à-dire quand je prends une décision, je la prends en sondant ce que pensent les gens, en consultant et ainsi de suite, mais de pouvoir prendre une décision en mon âme et conscience et ne pas voter comme un député Godillot, parce que je pense que c'est ce qui a ruiné le précédent quinquennat. Je pense que si les députés socialistes avaient voté en leur âme et conscience et s'étaient demandé si c'était bien cette histoire de crédit impôt collectivité emploi, compétitivité emploi, si c'était bien cette histoire de signer le pacte Sarkozy-Merkel qu'on avait dit 6 mois plus tôt qu'on n'allait jamais signer, je pense que en leur âme et conscience, chacun, un bon nombre d'entre eux se seraient dit c'est pas possible. Il y a l'aile droite du Parti Socialiste, mais après il y a un certain nombre d'entre eux qui se seraient sans doute dit c'est pas possible. Et je pense qu'il y a comme une interdiction aujourd'hui de vivre son mandat en son âme et conscience, et que ça c'est un problème. Et moi c'est ce que je souhaite faire. Voilà. Le deuxième truc que je vois de la Révolution française, je vais y revenir après, mais c'est sur le lien entre la rue et l'Assemblée. Ce qui se passe, il n'y a pas dans l'Assemblée française, c'est en permanence que des groupes de citoyens débarquent, arrivent de Paris ou des régions et ainsi de suite, et apportent des nouvelles en pleine nuit à l'intérieur de l'hémicycle. Et ce sont toujours des très beaux moments, ce souffle d'air qui arrive de l'extérieur. Sinon, les Girondins, les montagnards et tout ça, ils auraient risqué eux aussi de s'endormir, mais voilà, ils étaient réveillés par quelque chose qui les bousculait du dehors. Et de toute façon, quoi qu'il advienne, et quand bien même ça serait une majorité de gauche, moi je pense de vraie gauche à l'avenir, si jamais il n'y a pas quelque chose qui se passe en même temps dans la rue, s'il n'y a pas du mouvement social, s'il n'y a pas de la lutte dehors, si ça ne bouge pas, il n'y aura rien qui bougera dans la société. C'est pas vrai que c'est un président à l'Élysée et des députés qui arriveront à faire face à eux seuls au mur de l'argent, au MEDEF, à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne et ainsi de suite. Si on veut que ces institutions soient bousculées, de toute façon, même avec une majorité, il faudra la force du peuple derrière, la force du peuple dans la rue et ainsi de suite. De toute façon, ça restera une condition sine qua non. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire si je suis député? Bon, moi je pense, j'ai réfléchi parce qu'on avait déjà eu une première discussion comme ça, c'était à Camon, et le fait de discuter avec vous, ça m'aide à me faire avancer. Je pense qu'au fond, je suis reporter. Je mène ma campagne en reporter, c'est-à-dire en enregistrant des propos, des thématiques et puis tout ça, en discutant avec les gens des hôpitaux, avec les Dunlop, en faisant tout ça et en faisant éventuellement quelques recherches, mais ces temps-ci j'ai pas trop le temps. Et je pense que si je suis député, je serai là aussi un député reporter finalement. Je pense que chacun arrive à l'Assemblée nationale peut-être avec ses propres compétences. Quand quelqu'un est juriste dans la vie, il entre à l'Assemblée nationale comme juriste. S'il est économiste, il entre comme économiste. Bon, il y en a plein qui entrent comme médecin à l'Assemblée nationale au cas où ça défaille autour d'eux. Mais bon, donc, qu'est-ce que je pourrais faire, je pense, comme député reporter? Vous voyez, par exemple, je me retrouvais devant l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel où j'avais été interpellé par des soignants et malheureusement, notre discussion avec une quinzaine de soignants se déroule sur la petite pelouse devant l'hôpital. Je pense que si jamais je suis élu, je peux rentrer à l'intérieur de l'hôpital, y passer 24 heures de reportage, discuter avec les soignants, discuter avec les patients et pouvoir remonter, non pas avec un rapport complet, mais faire remonter une parole sur quelle est la situation aujourd'hui de la psychiatrie en France. Vous voyez? Mais de la même manière, avec ce que je proposais à Stéphane, à tes camarades de Dunlop, c'est de dire, si je suis élu, eh bien, je demanderai à visiter l'entreprise Dunlop et à pouvoir discuter avec le personnel à l'intérieur. Et il est possible qu'il y ait un refus de l'entreprise, c'est la propriété privée et tout ça. Bon, même ceci dit, une écharpe, ça doit pouvoir aider à se faire ouvrir quelques portes. Moi, après, j'ai des tas d'exemples comme ça. J'ai rencontré des gens du SPIP, c'est pareil, donc le service de probation. Montrer dans quel état est le service de probation, je pense qu'aller assister à des entretiens et en rendre compte en haut lieu. Parce que vous savez, franchement, mais je le voyais même, excusez-moi, alors je pars en divergence, mais quand je lisais un bouquin sur les 100 premiers jours de Léon Blum, vous voyez, et donc qui était quand même un socialiste bien intentionné, on va dire. Mais à partir du moment où il entre à Matignon, vous avez l'impression qu'il y a une surdité qui se crée. Il ne pense que, pour une raison aussi, c'est qu'il ne pense qu'à la crainte de la guerre, qu'à ce qui se passe en Italie, et ce qui se passe en Espagne, et ce qui se passe en Allemagne, et tout ça. Mais ce qui se passe dans la rue, il a fallu qu'il y ait des millions de personnes dans la rue pour qu'enfin ils commencent à entendre quelque chose qui se passe. Mais vous savez, moi, quand j'arrive dans les médias
ou que je rencontre des élus et que je leur rapporte des paroles de ce qui se passe dans les entreprises concrètement, de ce qui s'est passé chez Lidl, de la manière dont les gens y sont traités, tout ça, ça produit un effet de surprise. Je veux dire, merci patron, on n'apprend rien sur le fond à l'intérieur. Et pourtant, les gens étaient choqués par la situation des clures. Mais des clures, malheureusement, je peux en ramener quelques-uns qui, à Abbeville, à Amiens, me disent, mais moi, je mange pas pour que mes enfants puissent manger. Mon gamin, je voulais qu'il puisse partir en voyage de classe en Italie. Il y avait 63 € à mettre de côté. Et ben, ça a été des semaines de privation pour parvenir à mettre de côté ces 63 € pour qu'il puisse partir en vacances, en séjour, avec les autres gamins de l'école. Vous voyez, ça, rapporter ces témoignages en bas, et je vois que Florence Omnet est là, excuse-moi Florence, mais spéciale dédicace. Voilà, je veux dire, le quai Louis Streham, qui est un bouquin remarquable, publié par Florence Omnet, ça a été une surprise. Malheureusement, quand on vit aux côtés des gens, ça n'est pas tant une surprise que ça. Et faire remonter cette parole-là du bas vers le haut, c'est une nécessité aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que je pourrais aussi faire descendre ce qui se passe en haut, en bas, c'est-à-dire être une espèce de député infiltré qui vient rendre compte de ce qui se passe en matière de lobby, de comment se comportent les ministres, et en rendre compte régulièrement par des vidéos et ainsi de suite auprès de vous, quoi, en fait. Et en fait, je vais vous dire là, en vérité, je pense que si je suis élu à l'Assemblée nationale, dans 5 ans, je fais un merci Macron, quoi, parce que voilà. Et donc voilà, donc ça c'est une première chose. Donc je dis, reporter je suis, reporter je resterai, mais activiste je suis, activiste je resterai. Je le dis toujours, mon principal combat, c'est de me bagarrer contre l'indifférence, c'est de me bagarrer contre la résignation, c'est de me bagarrer contre un géant aquabon qu'on a autour de nous, et on sent que les esprits sont enlisés là-dedans. Alors, et je pense que l'écharpe tricolore est un outil de légitimité qui fait que les gens viennent plus facilement à vous. Je vois déjà, rien qu'en étant candidat, parfois les gens ils viennent plus facilement à moi que si je suis le seul petit François Ruffin qui publie le journal Fakir, un journal inconnu, il faut dire ce qui est. Donc voilà. Et donc, j'en discutais pareil avec les Dunlop. Si jamais j'ai l'écharpe et que je propose aux salariés de Dunlop une réunion sur le temps de travail, qu'est-ce qu'on fait en matière de temps de travail en France, que produisent les 4-8 et ainsi de suite, je pense que j'aurai beaucoup plus facilement 100 salariés de Dunlop qui viendront que si j'ai pas l'écharpe tricolore. Donc voilà, ça fait une grosse différence pour pouvoir mobiliser les gens. De la même manière, je dis, il faut qu'on s'appuie sur la rue, mais après, vous en discuter. Je suis en formation, moi, là. Voilà, auprès d'Isabelle et de Pouria. Et c'est vrai que si jamais je suis élu, je compterai sur vos conseils de manière régulière. Mais moi, je pense, par exemple, je veux faire une loi sur les auxiliaires de vie sociale. Je rappelle la situation des auxiliaires de vie sociale, mais je pourrais parler des animateurs du périscolaire parce que pour la jeunesse et pour la vieillesse, grosso modo, ça se passe de la même manière. C'est-à-dire que ce sont les collectivités qui ont la main sur les centres périscolaires avec l'aménagement des rythmes, et ce sont alors là c'est la ville pour les animateurs, et pour la vieillesse ce sont les départements qui ont la main là-dessus, et qui, dans les deux cas, font les contrats qu'ils veulent. C'est-à-dire, ça peut être auxiliaire, ça peut être vagataire, ça peut être mandataire, ça peut être prestataire, c'est-à-dire un tas de contrats hyper précaires, catastrophiques, qui durent pendant 5, 10, 15 ans. Bon, voilà, à la ville d'Amiens, ça dure pendant 15 ans comme ça. Ou alors, dans d'autres départements, ça se passe mieux. En Gironde, par exemple, les AVS sont titularisés, c'est-à-dire quasi fonctionnaires. Bon, moi je pense que si c'est une priorité, si on nous dit en plus que les emplois d'avenir, les emplois de service, c'est l'avenir, il faut structurer ces métiers-là. Parce qu'on nous dit, voilà, l'industrie, c'est mort. Quand je parle d'industrie, c'est comme si je parlais du passé. Moi, je pense pas. Je pense que l'industrie, elle a un avenir. Mais par ailleurs, si les emplois de service, c'est l'emploi d'avenir, l'avenir, il ne peut pas avoir cette tronche-là. Il ne peut pas avoir une tronche de contrat renouvelable à la semaine, et puis il y a une personne âgée qui décède, et du coup vous perdez un certain nombre d'heures, et votre revenu il est divisé, et vous perdez 25%. Là, dans la somme, on a quasiment la certitude que toutes les auxiliaires de vie sociale, avec les nouvelles mesures, vont passer sous le seuil de pauvreté, dans la somme. Pour des raisons de réduction des déficits. Et les réductions de déficits, elles ne pèsent pas sur la tranche du haut, elles pèsent sur la tranche de tout en bas, puisque c'est déjà la profession la moins payée de France. Bon, moi je veux qu'on aille vers un statut unifié au niveau national, à la fois des animateurs du périscolaire et des AVS. Maintenant, comment on construit ça? Alors je vais me tourner vers vous pour comment on construit
à l'intérieur de l'Assemblée nationale, mais je pense qu'on ne pourra pas construire ça si dans un premier temps, il n'y a pas une demande de la société, si jamais il n'y a pas une pression qui est exercée de l'extérieur, parce que ça ne va pas du tout être dans l'esprit naturel de Édouard Philippe et de Emmanuel Macron que d'aller vers des mesures qui soient favorables aux salariés d'en bas et qui vont coûter en effet de l'argent. Par exemple, je pense que pour les AVS, je serais favorable à produire un congrès qui fait qu'il y aurait 577 AVS qui viendraient des 577 circonscriptions, une par circonscription, et qui viendraient témoigner et ainsi de suite, et de manière à ce qu'il y ait quasiment un lien entre le député de la circonscription et l'AVS pour faire pression sur les députés. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, qu'est-ce que tu en penses? Mais bon voilà. Mais je veux dire, il va falloir penser à des formes d'animation. Il est évident que s'il y a une lutte sur les animateurs du périscolaire à Amiens, et je pense il y a Zélia qui est venue témoigner dimanche dernier, il suffit de prendre un cas. Vous savez, les Clures, ça n'était qu'un cas. Mais les Clures, c'est-à-dire la famille de mon film, se sont mis à incarner les classes populaires, à incarner le monde ouvrier pendant des mois. Moi, je vais faire une comparaison qui est peut-être malheureuse, mais vous voyez, il y a eu 6 millions de Juifs qui ont été tués pendant la guerre, mais à la limite, ce chiffre, le visage de Anne Frank et le journal de Anne Frank va rendre autre chose en matière de vie, de chair, d'humanité que ce chiffre des 6 millions. Ben de la même manière, le travail que nous avons à faire, c'est aussi de faire sortir des cas, de les faire émerger et de montrer la situation insupportable qui est faite à un certain nombre de nos concitoyens. Et de la faire émerger, pas seulement par des statistiques, mais la faire émerger par du récit. On est dans une société du récit, on est aussi dans une société de l'image. Il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas et qu'on devait être que des économistes, des sociologues ou des statisticiens. Il faut on fasse émerger du récit de gens d'en bas qui montre que voilà, quand Stéphane vient nous dire c'est 75% l'augmentation des divorces, ben, on en prend un à l'intérieur, on prend un récit à l'intérieur. Il y a eu 3 suicides par pendaison, il nous dit, mais voilà, là c'est faire émerger la parole d'en bas, la monter en haut et construire du récit autour de ça. Et je pense que si jamais on ne construit pas ça, si jamais on ne construit pas de la lutte autour de ces récits, on ne parviendra pas à bousculer l'ordre d'en haut qui, lui, nous parle réduction des déficits, respect des traités européens et ainsi de suite. Donc voilà, mon rôle d'activiste, je pense que l'écharpe tricolore est une aide pour lutter contre l'indifférence. Et enfin, alors là, c'est sur le travail législatif, si je me présente comme député, c'est que je crois au rôle de la règle commune. Et ça depuis le début. Je ne crois pas par exemple qu'on transforme la société par le caddie. Je ne crois pas que c'est par nos actes, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter des produits dégueulasses et puis tout ça, mais je ne crois pas que ça soit par nos actes de consommation qu'on transforme la société. Les 40 heures, les congés payés, la sécurité sociale, la fin du travail des enfants, il n'y a rien qui s'est construit parce que les consommateurs ont décidé de faire du boycott. Ça s'est construit par des lois. C'est-à-dire que ça s'est construit par des règles communes. Et c'est vrai qu'à chacun de mes dossiers de fakir, je me suis toujours interrogé sur qu'est-ce que ça serait la règle commune que j'aurais envie de fixer. Mais ça s'est produit parfois concrètement, qu'il y ait des vraies propositions de loi qui en émergent. Je me souviens du travail des dimanches, je suivais des caissières qui, à Albertville, ont fait grève pendant 3 années successives tous les dimanches matins. Et je suis allé les voir. Alors un jour, elles faisaient distribuer les tracts de Fort-Auchan, la semaine d'après c'était Carrefour, et ainsi de suite. Elles étaient de ED. Et je leur ai dit, mais est-ce que vous croyez que c'est vraiment la solution d'aller devant tous les magasins comme ça? Pourquoi vous ne faites pas une loi? Elles ont fait une loi avec un inspecteur du travail, avec une sénatrice communiste, avec une députée socialiste du coin. C'était pendant le mandat de Nicolas Sarkozy. Ça a été déposé à l'Assemblée nationale, au Sénat, ça a commencé à être discuté. Finalement, c'est le Parti socialiste qui est arrivé au pouvoir et ça a été la généralisation du travail du dimanche avec Macron qui s'est produit à la place. Mais disons que voilà, dans la démarche, j'ai envie de porter des lois qui à la fois sont des lois que j'espère qui passeront, qui auront la majorité, c'est une chose, mais aussi qui sont des points d'ancrage pour l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va devoir résister. Mais on doit aussi poser des jalons pour ce qu'on aura envie de faire dans 5 ans. Pour qu'on soit mûr, une fois qu'on a le pouvoir. Je termine là-dessus, mais je me souviens de la crise de 2009, où on a eu des manifs, il y a eu 3 fois des manifs avec 1 million de personnes dans les rues. Ce qu'on criait, c'était nous ne payerons pas leurs dettes. Et je trouvais que c'était un slogan qui était très limité. Ce que ça voulait dire, c'est qu'à l'époque, notre gauche, les syndicats, et les partis
n'avait pas un programme dissident à mettre en place de manière automatique. Ce qui fait que les libéraux arrivaient à la télévision en disant, se battant la coupe, en disant, ben voilà, c'est pas ça qu'il fallait faire, c'est vraiment vous avez dans le mur, on est désolé. Mais nous, on n'avait pas le programme clé en main à mettre à la place, c'est-à-dire nationalisation des banques, peut-être des ruptures sur le plan commercial, un certain nombre de choses comme ça, très claires. Et ce qui fait que, on est venu dire, nous ne payerons pas leur crise, mais on ne savait pas exactement ce que ça voulait dire, et ils ont reconstruit leur système comme si de rien n'était, 1 ou 2 ans après. Il faut qu'on soit mûr à, quand la faille s'ouvre, se jeter dans cette fenêtre d'opportunité. Quand une fenêtre d'opportunité, c'est pour ça que je me suis présenté comme candidat, parce que sinon, après Merci Patron et Nuit debout, j'avais bien envie de prendre une année de repos, quoi. Mais je me suis dit, là, il y a une fenêtre d'opportunité, il faut qu'on rentre à l'intérieur, il faut qu'on se glisse à l'intérieur. Et peut-être qu'il y aura des fenêtres d'opportunité qui vont aussi s'ouvrir pendant le mandat d'Emmanuel Macron. Il faudra qu'à ce moment-là, on soit mûr, on soit prêt à rentrer à l'intérieur, qu'il s'agisse d'une autre crise financière, qu'il s'agisse d'une crise politique, on ne sait pas ce qui peut se produire pendant ces 5 années. Bon voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. On va vous donner la parole et puis chacun conclura à la fin. Ça vous va? Bon, voilà. Il y a un micro-baladeur. Et je voulais remercier à nouveau Jean-Jacques pour sa déclaration de soutien, ce qui n'est pas évident parce que, je le rappelle, tu es membre du bureau départemental aussi, du PS ou pas? Oui. Oui, qui est membre en plus du Conseil fédéral du Parti socialiste de la Somme, et donc il fait le choix de me soutenir. À Pouria, parce que des fois, vous savez, je suis un émotif finalement, j'ai des larmes aux yeux qui me viennent de temps en temps comme ça. À Leïla pour sa déclaration du François Ruffin, et puis à Isabelle. Voilà, merci beaucoup à vous toutes. La parole est à l'Assemblée. Il faut faire plus de bruit que ça. Juste pour rappeler que, quelles que soient les guerres nationales de parti, on est chacun des individus libres, éclairés, capables de réfléchir, et qu'on soit ou pas... Et tout ça, qui sont... vous pouvez aller voir Lucas, qui est tout au fond là-bas sur la table. Voilà. Merci, bonsoir. Alors nous, avec Gérard Emmanuel, on n'a pas fait 4 heures de train pour venir te voir, parce que des trains, on n'en a plus beaucoup. Mais on a fait un peu plus de 5 heures de voiture, voilà. Tellement on se sent proche de toi. Alors c'est vrai que tu es le candidat de la Picardie, mais sans doute un peu plus que ça. Tu es aussi le candidat du parti de tous les Français. En tout cas, je peux te dire que les militants, les camarades de la 2e circonscription de l'Allier sont derrière toi. Alors l'Allier, ça vous dit peut-être pas grand-chose, c'est Montluçon. Alors ça doit dire à Stéphane, parce qu'on a une usine Dunlop aussi à Montluçon. Et François Suisse. Mais ce qu'on vient vous dire surtout, c'est à quel point on est tous semblables, à quel point on a tous les mêmes difficultés, quoi. Et moi, je suis candidat dans cette circonscription, mais j'ai pas envie d'être un député tout seul, me retrouver dans une assemblée de godillots. Des députés godillots, on en a eu, nous on n'en veut plus. On a eu aussi des candidats, des députés courageux. On a eu le premier député socialiste, le premier maire socialiste au monde était dans notre commune. Il a été député, c'était un socialiste avec un grand S. Il était courageux, il allait à l'Assemblée avec la blouse des travailleurs et il refusait de la poser. Il avait sa blouse, il était courageux, comme François, il a son t-shirt. Et c'est ça qui nous rassemble aujourd'hui. Alors François, je crois, quand je vois cette belle Assemblée, les beaux discours qui sont tenus, moi je peux te dire une chose, tu ne peux pas perdre cette circonscription, c'est pas possible. On ne veut pas que tu perdes, on a envie que tu sois député de la Picardie et député de la France. Merci François. Vas-y, on va refaire un tour de tribune et puis on conclut. Vas-y, Mais moi, je n'ai pas extrêmement de choses à dire. J'ai été vraiment très attentif à ce qui a été dit. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. J'ai trouvé surtout la conception qu'avait François du rôle d'un député tout à fait juste. C'est-à-dire, c'est pas un monde clos, l'Assemblée nationale, c'est un monde dans lequel doit pouvoir faire irruption la vie, les salariés, les gens qui vivent, et il doit pouvoir les écouter. Le problème que ça me pose à chaque fois, c'est finalement un problème de fond de la démocratie. Parce que quand tu dis, François,
je vais jouer le rôle d'un reporter et donc je ferai parler les gens. Il y a toujours un problème là-dedans. C'est que quand on fait parler les gens, on choisit les gens qu'on fait parler. Donc comment on fait dans ce cas-là? Je renvoie la balle parce que c'est une question démocratique qui me paraît extrêmement importante. Je vais schématiser, je sais bien que ça n'a strictement rien à voir avec ce que tu fais, mais Macron, il fait aussi parler les gens. Hein? Et puis après, il choisit ce qu'il veut entendre dire. Et quand vous lisez son programme, il dit, voilà ce qui a été dit dans tel groupe, dans tel département, mais il choisit. Et comment on fait dans ce cas-là pour faire en sorte que ça soit vraiment les gens, comment on choisit, comment les gens peuvent s'exprimer, quelle démocratie il y a à la base pour que les gens puissent parler et que ne soit pas forcément trié tout ce qu'ils ont à dire. Alors je suis à la fois extrêmement intéressé par ce qui a été dit, et je trouve que c'est un rôle de député extraordinaire, mais je te pose quand même cette question parce que moi, la démocratie, pour moi, c'est pas un supplément d'âme, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, j'aimerais que tu puisses y répondre. Bien, c'est la conclusion là. Ouais. D'accord, alors je me relève. Pardon, parce que je ne vous vois pas tous et c'est peut-être désagréable pour vous. Je ne sais pas si tu apporteras la réponse ce soir, mais je ne doute pas que tu apporteras cette réponse dans l'exercice de ton mandat. Comment conclure en 2 mots? Dans la République française, pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, puis tu as insisté sur cette dimension, donc j'y reviens, on a un mandat quand on est député. C'est d'accomplir la Révolution française, qui n'est jamais achevée, et qui a une boussole, c'est la Constitution, en tout cas son préambule, parce que la Constitution de la Ve République, je l'ai dit, a bien des travers. Mais elle a un préambule, elle a des principes solides. Et si nous avons une boussole commune, en partage, à faire vivre, alors même que dans l'Assemblée nationale, il y a ce qu'on a appelé historiquement des contre-révolutionnaires, qui ont toujours voulu défaire ces principes de liberté, d'égalité, de fraternité, de droit au bonheur qui nous guident. Il n'empêche que le rôle d'une ou d'un député dans la République française, c'est de faire la Révolution française en permanence, de manière continue. Et évidemment, pour ça, il faut le faire avec ses convictions. François Ruffin en a, avec la tâche des personnes, des citoyennes, des citoyens qui vous ont fait l'honneur de vous envoyer à l'Assemblée nationale. Vous êtes nombreux ici. Mais on le fait aussi parce qu'on est député, pas simplement de son territoire, mais député de la nation, comme ça que ça s'appelle. Ce sera ton titre officiel, député de la nation. Et à ce titre, tu auras, et j'espère que tu le feras, que tu auras l'occasion de le faire, à défendre des causes communes à l'ensemble du pays et à l'ensemble de celles et ceux qui ne sont pas picards, mais qui sont concernés par les mêmes causes. C'est-à-dire des enjeux de dignité, c'est-à-dire des enjeux d'égalité, c'est-à-dire des enjeux déjà de respect, d'être reconnu, alors que souvent on ne parle pas que d'eux. C'est assez vrai ce qui a été dit récemment à propos du gouvernement et même des candidats d'En Marche. J'ai vu ça quelque part, ce sont les candidats de la France qui va bien. Mais tout le monde ne va pas bien, je ne suis pas pour jeter la pierre à ceux qui vont forcément bien, tant mieux. Mais il y a une France qui aspire, et c'est bien légitime, et pour cause, à aller bien aussi, avoir le droit à une vie douce, à être respecté et entendu, et pour ça il faut aussi être défendu. La République, en tout cas la démocratie, puisque j'ai déjà parlé de la République, la démocratie c'est aussi, tu as raison de le dire, cette combinaison de la rue et de la loi. Cette intelligence, cette articulation qui fait la cohérence d'une action politique entre celles et ceux qui exigent, qui se mobilisent de façon diverse et variée, parfois ensemble dans des grandes mobilisations, parfois de façon éclatée dans différents secteurs de la société, et la traduction en droit nouveau, en conquête, par l'Assemblée nationale, qui définit ensuite cette règle commune utile à toutes et tous. C'est très important. Et puis tu auras aussi, en tant que parlementaire, et je sais que tu auras à cœur de le faire, de le découvrir en même temps que d'y apporter ta patte, tu auras aussi à parler du monde, et pas simplement de la France et des Français, ou des gens qui vivent en France, parce qu'il n'y a pas que des Français en France, mais aussi du monde. C'est-à-dire d'un jugement sur la politique étrangère de la France,
qui, dans l'Union européenne, mais ça on connaît tes orientations, mais aussi dans le reste du monde, a une parole à défendre, des principes qui relèvent là encore de la paix, du développement, qui parfois sont menacés pour les mêmes raisons de dérèglement économique, de cupidité, d'un système économique prédateur qui abîme bien des continents, bien des peuples, bien des hommes et des femmes dans le monde qui, je vous assure, ont parfois pour seul rêve d'être au niveau du seuil de pauvreté en France. Mais c'est aussi notre rôle, et tu auras à le défendre, que de défendre des budgets de solidarité à l'étranger. Je le dis souvent parce que dans les campagnes électorales locales, on est centré sur soi, c'est bien normal, et sur la cause des siens immédiatement. Mais les budgets, ça définit une politique, une orientation. Ce sont des choix lourds de conséquences. Et dans ce monde incertain, où j'en ai évoqué quelques aspects tout à l'heure, le pire est parfois devant nous. Il y a peut-être une famine demain de 20 millions de personnes dans la corde est africaine, mais le meilleur est possible aussi. Le meilleur, c'est un degré jamais atteint, en tout cas aussi élevé, de connaissances techniques, technologiques, scientifiques, médicales, susceptibles de faire le bien commun. Et ça implique aussi derrière un nouveau modèle de développement qui permette de partager cette planète qui est si rare, puisqu'elle est unique, et pour cause, et dont les ressources sont en train de s'épuiser à une vitesse si effarante que nous n'aurons même pas peut-être l'occasion d'en voir la fin. Je dis ça, je sais que c'est peut-être plus un débat présidentiel qu'un débat législatif, mais quand même, il n'y a pas de raison de laisser simplement un homme, un individu, tout intelligent qu'il soit et tout président de la République qu'il soit, la seule responsabilité de dire le monde. Ce sera aussi de la responsabilité des parlementaires, et je sais que tu le feras. Et tu le feras, je crois, avec évidemment la dynamique qui te porte, mais aussi avec quelque chose qui, je te le souhaite de le garder, parce que c'est important, qui te fera sans doute gagner, mais qui te fera aussi respecter, dont on parle plus en politique, c'est l'amour. C'est l'amour des gens. L'amour des causes, des humbles, et des causes justes, tout simplement, qui fait que dans une Assemblée nationale, on peut bien sûr, on est obligé d'être en cravate, mais on n'est pas obligé de déguiser ses sentiments, ses convictions. On peut être sérieux, bosser, faire des rapports parlementaires. Visiblement, tu veux en faire plein. Fais gaffe à ton emploi du temps. Mais de le faire avec cette idée qui nous relie tous, qui est que le progrès nous appartient à toutes et à tous. Il suffit juste d'en faire la démonstration. Et je suis sûr que cette démonstration, tu la feras. Bon courage dans la campagne. En tout cas, je vous souhaite vraiment de gagner. Et je relayerai autant que faire possible, autant que faire se peut, auprès des miens. Mais je ne suis pas beaucoup du coin. Le fait que la France aura une grande chance à t'avoir à l'Assemblée nationale demain. Merci Pouria. Moi je vais me mettre debout aussi parce que depuis tout à l'heure je ne vous vois pas, donc je me sens super gênée. Je voulais revenir sur une des questions finalement de François tout à l'heure sur comment finalement faire des propositions de loi qui soient logiques, justes, et comment faire participer tout le monde. Vous comprendrez pourquoi j'insiste sur cet aspect-là. Depuis quelques années, il existe une plateforme qui s'appelle Parlement et Citoyens, qui permet pour des parlementaires de déposer un projet de loi, une proposition de loi, et de la mettre ensuite en débat avec tous les internautes, que vous soyez en Picardie, mais en Normandie, à Paris ou ailleurs, ou même à l'étranger, d'intervenir et de l'améliorer. Et donc François, effectivement, si tu te poses la question de savoir comment tu vas pouvoir avoir la proposition de loi la plus juste possible, qui correspond à tous les cas de figure, sans oublier personne, de façon à pouvoir la mettre ensuite en débat à l'Assemblée, il y a des moyens aujourd'hui. Si je parle du numérique, c'est pas anodin. Si je parle d'Internet, c'est parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de faire des campagnes magistrales sur le net. Je ne sais pas qui, s'il y avait un intervenant qui le disait, partie de ceux qui font la campagne, même si on est à 4 heures de route, 4 heures de train d'Amiens, c'est possible. Ça s'est vu pendant la campagne de la France Insoumise et avec l'Avenir en commun. Il y a eu toute cette campagne sur le net qui a mobilisé toute la France. Et c'est certainement grâce à cette campagne, grâce à la chaîne YouTube, qui a concurrencé finalement les médias qui voulaient nous imposer une seule vision. Ce rouleau compresseur dont je parlais il y a 2 jours avec toi, François, ce rouleau compresseur médiatique ou politico-financiaro-médiatique qui nous a imposé un président et qui nous l'a imposé depuis déjà plus d'1 an,
Finalement, le seul moyen de lutter, c'était par le net. De faire entendre une autre parole en dehors des médias les plus connus, en tout cas ceux qui étaient les plus écoutés. Et j'avoue que depuis quelques semaines, j'ai quand même tendance à couper la radio, déjà j'entendais plus trop la télé, mais je coupe aussi la radio, et que j'ai eu une bouffée d'air quand je me suis remise sur la radio des Jours Heureux. Je me suis dit enfin un autre discours, parce que ça commençait à être oppressant réellement, parce qu'après la campagne de la présidentielle, finalement, pour les législatives, ça continue. Le bourrage de crâne continue. Et donc, il faut obligatoirement avoir une autre façon de s'informer, et c'est par le net. Et si je dis ça, c'est parce que tout simplement, les gouvernements de François Hollande étaient très au courant que le net, qu'Internet, que le numérique représentaient cette menace. Sinon, pourquoi est-ce qu'on aurait eu dans toutes les lois renseignement, antiterrorisme, loi de programmation militaire ou, pour finir, les magnifiques révisions de la loi sur l'état d'urgence, pourquoi on a eu dans ces lois tout un volet numérique contre les libertés? Le gouvernement n'était pas idiot. En tout cas, les responsables de la haute administration des services de défense et de renseignement qui ont détourné la loi d'état d'urgence pour en faire un outil de lutte contre les mouvements sociaux et les mouvements écolos, savaient pertinemment ce qu'ils faisaient. Et c'est sur Internet que le débat pouvait se faire, c'est donc Internet qu'il fallait museler. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement les mesures qui ont été votées parfois à 3h ou 4h du matin, ou le 21 juillet dernier, lorsqu'il n'y avait plus personne à l'Assemblée. Alors je sais que François, il sera là le 21 juillet prochain, parce que, tout simplement, je ne peux pas juste imaginer que je serai à l'Assemblée sans lui. C'est nécessaire, alors je vous demande juste un acte vital. C'est évident. J'espère que les gens du Bessin et de la Côte de Nacre chez moi voteront pour moi, certes, mais j'espère encore plus que vous, les Picards, vous voterez pour François Ruffin, parce que je ne conçois pas d'intégrer l'Assemblée le 20 juin prochain, si je l'intègre, sans lui. Donc faites un effort, je vous demande juste un tout petit effort de solidarité pour moi et accessoirement pour lui. Merci. Isabelle, en fait, je me rappelle de quand tu as envoyé des tweets, quand tu écoutais l'émission, la web radio Les Jours Heureux, il se trouve que j'étais j'étais sur le plateau. Oui. Et enfin, justement, j'en profite. Donc l'émission de radio, la web radio Les Jours Heureux, c'est un des outils, un des médias qui a été créé dans le cadre de la campagne de la France Insoumise pour l'élection présidentielle. Parce que c'est vrai que ce qui a fait la force de cette campagne, c'est de développer ses propres médias. Non pas de zapper ce qui se passait à la télé, évidemment, hein, tout le monde ne va pas sur Internet, mais de compléter des interventions où vous êtes tout le temps coupé, toutes les 2 minutes, par des journalistes à la télé, par du contenu, souvent long d'ailleurs, mais qui permettait d'approfondir, du contenu vidéo, et puis un site Internet qui approfondissait les mesures, enfin toujours dans une démarche d'éducation populaire dans laquelle était cette campagne. Donc moi, je voudrais dire un mot justement sur le lien entre cette campagne et puis la méthode et puis la candidature de François. C'est vrai qu'on a été un certain nombre, au soir du premier tour de la présidentielle, à être d'abord super déçus, parce qu'à 600 000 voix près, Jean-Luc Mélenchon, il était au 2e tour. Donc on a d'abord ressenti beaucoup de frustration, mais finalement... vous le confirmerez peut-être ici, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se retrouve assez souvent partout sur le territoire. Il y a tout un tas de gens qui ont rejoint le mouvement de la France Insoumise, et j'imagine qu'on rejoint peut-être la campagne, le dispositif de campagne ici de Picardie Debout, après les résultats du premier tour. En fait, ça a donné la niaque à pas mal de gens, ça leur a donné envie de s'investir. Et rappelez-vous, qui aurait cru il y a 6 mois que... une candidature qui portait un projet de gauche en rupture avec ce qu'on a connu dans le cadre du quinquennat Hollande et du quinquennat Sarkozy, qui aurait cru que cette candidature-là pouvait atteindre les 20%. J'entendais tout à l'heure une intervention de quelqu'un qui disait on n'a pas l'habitude de gagner, nous, à gauche. Ben oui, enfin, nous, à la gauche de gauche, on a l'habitude à faire des scores des 5%, des 6%, et puis là, on a senti qu'on avait à portée de main, on devenait majoritaire, à portée de main, on accédait au pouvoir.
Mais je crois que si on a réussi à atteindre ce niveau-là, si Jean-Luc Mélenchon a fait presque 20% des voix au niveau national, c'est parce qu'il y a eu un renouvellement profond dans les méthodes de faire de la politique. Et c'est-à-dire une cohérence autour d'un programme, un programme qui n'est pas rédigé comme ça sur un coin de table et qui change parce qu'on a négocié avec tel ou tel appareil. C'est parce que la France Insoumise s'est inscrite en dehors des accords d'appareil. Et ça, c'est une méthode qui a marché pour l'élection présidentielle, mais cette cohérence-là, je pense que si on veut, et on peut avoir une majorité à l'Assemblée nationale en juin, il faut la maintenir. Il faut la maintenir et ne pas retomber dans les histoires d'appareil. Quand on voit que le Macron a nommé un Premier ministre de droite et qu'en même temps, il y a des dizaines et des dizaines de députés PS qui attendent l'investiture d'En Marche, les gens n'y comprennent plus rien. Quand, je sais pas, moi, la dernière fois que j'ai distribué des tracts avec le mot gauche, c'était il y a 3 ans pour le Front de gauche, les gens me disaient non mais c'est bon, la gauche, hein, ça va, on a soupé, j'ai voté Hollande, on ne m'y reprendra plus. Parce qu'on a eu un gouvernement de gauche pendant 5 ans qui a complètement galvaudé ce terme gauche. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir en tête, oui c'est important, c'est bien que l'ensemble des forces qu'ont soutenu Jean-Luc Mélenchon soient rassemblées, qu'on fasse une alliance la plus large possible à gauche, évidemment. Mais ce qui est encore plus important, c'est de maintenir une cohérence et une lisibilité, surtout dans un contexte où il n'y en a pas de lisibilité. Et surtout, ce qui est important, c'est important de s'adresser au peuple de gauche, à ceux qui sont encore motivés pour aller voter. Mais dans une démocratie, ce qui est encore plus important, c'est de s'adresser à tous ceux qui se disent que ça vaut même peut-être plus la peine d'aller voter, que ça sert à rien, parce que gauche-droite, ça a toujours été les mêmes. Et il me semble que ce qui fait la force de candidatures comme celle de François Ruffin, c'est qu'elle s'adresse au-delà des cercles des convaincus, au-delà des cercles des militants, au-delà de ce qu'on appelle traditionnellement le peuple de gauche, qui lui suit ensuite, comme on l'a constaté avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon, où voilà, il y a eu l'effet d'ailleurs vote utile, où le peuple de gauche a apporté ses voix à Jean-Luc Mélenchon. Mais ayant toujours en tête s'adresser avant tout à ceux qui pensent ne plus voter. Et voilà, j'espère moi aussi retrouver François en juin pour une majorité qui nous permettra de porter la voix et de façon pas neutre, parce que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur Filoche, enfin l'hologramme de Monsieur Gérard Filoche, pardon, désolé Jean-Jacques, excusez-moi, je pense qu'au contraire, il ne faut pas être neutre. Enfin, il ne faut pas être neutre dans les choix de la parole qu'on fait passer à l'Assemblée nationale. Et François, il ne sera pas neutre. Évidemment qu'il sélectionnera, et tant mieux. Quand on voit, vous avez vu l'émission l'émission politique hier soir, où il y avait les candidats de Macron à l'Assemblée nationale. Société civile, vous regardez leur CV, c'est tous des chefs d'entreprise. Oui, c'est la société civile, ils n'ont pas été élus, mais c'est tous des chefs d'entreprise. La parole, elle n'est jamais neutre. Et évidemment que nous, la parole, elle ne sera pas neutre, et parce que ça consistera à porter l'intérêt de ceux qui n'ont pas cette parole-là. Et voilà. Sur les points d'intervention. Moi, je voulais rebondir sur la forme que prend le militantisme. Donc, c'est vrai que la forme numérique, elle est très importante. Je vois, moi, je suis assez active sur Facebook, donc sur les groupes, sur Twitter, etc. C'est assez impressionnant quand on poste une phrase, quand on poste une photo de tractage et qu'on se fait retweeter énormément. Ça fait vraiment chaud au cœur. Mais il y a aussi quelque chose, moi, qui m'intéresse beaucoup et que je trouve très, très, très intéressant, c'est le porte-à-porte. Là, on est vraiment dans la grosse dynamique de porte-à-porte de la campagne, et c'est vraiment une expérience énorme en fait d'aller partout dans la circonscription, aller chercher directement les gens chez eux, partager un petit moment, même 2-3 minutes. Il y a des gens qu'on va jamais voir, à qui on parle jamais, et qui sont très très contents de nous voir à leur porte et qui nous accueillent à bras ouverts et qui sont vraiment enthousiastes en fait. Et même s'ils connaissent pas Merci Patron, parce que oui, ça existe, il y en a beaucoup qui connaissent pas François Ruffin, quand on fait du porte-à-porte, on s'en rend compte, et ben ils sont volontaires, on leur prête des DVD, on leur parle, on leur montre sur internet, c'est quand ils l'ont, et franchement ça fonctionne, et je vous invite vraiment à rejoindre les équipes de porte-à-porte parce que c'est vraiment une expérience formidable.
rebondir sur 2-3 trucs, et puis après, il faut que au moins 2 intervenants de la salle filent à Longo pour reprendre le train. Non, Gérard, putain, c'est... Jean-Jacques. Non, bon, de toute façon, la question de à qui on donne la parole, c'est une question que j'ai à me poser tous les jours, en un sens, depuis 18 ans que je fais un journal, puisque évidemment, ça se fait par une sélection, mais la parole, elle se donne aussi à ceux qui se font entendre. Et il faut qu'on aide les gens à se faire entendre. C'est ça le truc. C'est animer pour que les gens ils aient à nouveau envie de se faire entendre. Peut-être pas individuellement, mais collectivement, qu'ils sentent qu'il y a une oreille qui est disponible pour qu'ils se fassent entendre. Après, il y a une sélection, voilà, il y a une sélection qui se fait, mais il faut... bon, ça fait le lien avec pourquoi je m'engage dans cette bataille, vous savez. Enfin, pourquoi je me suis engagé. Bon... J'espère qu'on va gagner, on va tout faire pour gagner. Il nous reste 3 semaines pour nous battre, maison après maison, porte après porte, quartier après quartier, village après village. Maintenant, la vie continuera quoi qu'il advienne. Et elle continuera avec des batailles toujours. Moi je me suis engagé dans cette bataille cette année parce que je me suis dit que c'est pas possible qu'il y ait un véritable mouvement social alors qu'il y va y avoir une élection présidentielle et une élection législative. Donc dans ce cadre-là, la bataille elle va se dérouler dans les urnes. Donc cette année on mène la bataille dans les urnes. Mais l'année prochaine on mènera la bataille autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais de toute façon... au fil de cette bataille, j'étais convaincu que si je me lançais, derrière ça, je sais que ma notoriété dans la circonscription n'est pas immense, pour des raisons aussi qui sont des raisons médiatiques, mais dans la circonscription n'est pas immense, mais je savais que j'arriverais à animer un premier cercle qui animerait un deuxième cercle. Et je vois des tas de gens, Hubert, tu as pris la parole, qui s'étaient déjà engagés la politique, qui s'étaient éloignés, voire qui en avaient jamais fait, et qui se retrouvent à être animés par ça depuis quelques mois, au moins jusqu'au mois de juin, et puis après on verra ce qu'on fera de cette énergie qui s'est réveillée, et voilà, il ne faudra pas la laisser mourir, quoi qu'il advienne. Maintenant, il nous reste 3 semaines pour gagner, pour se battre à fond, et vous savez, quand je fais les choses, j'aime ne pas les faire à moitié, même si j'ai un regard lucide sur le rouleau compresseur que nous avons affronté en face, un rouleau compresseur national avec une stratégie mise en place par Emmanuel Macron qui est tout à fait redoutable et qui est intelligente. Il va nous faire une loi sur la transparence en politique avant les législatives. Par contre, la loi travail par ordonnance numéro 2, il les garde pour après. Donc ça, évidemment, c'est tout à fait pertinent politiquement de donner le dessert avant les produits amers, quoi. Et avec un candidat qui, dans la circonscription, est redoutable. Le maire d'Abbeville est un candidat redoutable, il est implanté, il a sa notoriété qui, lui, existe sur son coin. En revanche, je doute qu'il représente vraiment l'émergence de la société civile, une nouvelle manière de faire de la politique et tout ça. Pour m'amuser, là, j'ai sorti son CV. Donc, il est diplômé en sciences politiques, bon, ancien responsable jeune socialiste. Et en 1995, à partir de 1995, c'est-à-dire à l'âge de 19 ans, il devient directeur de cabinet de Claude Barthelone. Il est ensuite assistant parlementaire de Francis Hamel. Ensuite, il devient conseiller spécial de Claude Guévert comme conseiller régional. Et enfin, il est élu maire. C'est-à-dire, c'est la trajectoire classique du professionnel de la politique, qui apprend le métier en étant DIRCAB, puis en étant assistant et machin et ceci, cela, et qui grouille en jouant les bons coups aux bons endroits, et qui sent quand est-ce qu'il va pouvoir avoir le vent dans le dos. Bon, bah voilà, il y a le choix entre ça et un truc qui est plus inattendu. Voilà. Donc en gros, je pense que c'est la véritable bataille qui est à mener, qu'on a notre chance. Et dans le cas de notre gauche, avoir notre chance, c'est déjà quelque chose de rare pour qu'on fasse tout pour se saisir de cette opportunité au maximum. Et donc je remercie à nouveau tous les militants qui, jour après jour, font du porte-à-porte, font du collage et puis tout ça. Il paraît qu'il y a des interrogations de mes concurrents sur mais où il a l'argent pour faire tout ça, vous voyez. Donc c'est là-dessus que ça commence à jaser très fort, mais où est-ce qu'il a le pognon? Mais c'est pas ce qui compte. Ils comprennent pas un truc, c'est qu'il y a un machin qui s'appelle le militant. Il y a un machin qui s'appelle le bénévole et qui fait que vous êtes moins cher que les travailleurs bangladais. Et ça, c'est qu'il y ait des militants, qu'il y ait des bénévoles, qu'il y ait des gens qui se bougent le cul pour pas un rond, c'est complètement sorti de leur ligne d'horizon. Vous voyez, donc voilà, il y a ça. Et on a cette richesse-là qui est immense. Notre richesse, c'est vous. Notre slogan, c'est ils ont l'argent, on a les gens, mais ça se vérifie quotidiennement, quoi. Et enfin, je terminerai sur une citation de Zorba le Grec, du film. La vie, c'est de défaire sa ceinture et de se battre. Je vous remercie.